Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau dossier Extra Time. Comme vous êtes habitués, c'est ce genre d'épisode où on parle d'autre chose que l'actualité. Aujourd'hui, on met à l'honneur un club qui a occupé beaucoup de l'attention médiatique dans le monde du foot amateur québécois. Très récemment, ils ont bâti un projet qui a fait parler de lui, qui a été compétitif, qui a gagné des titres. Et aujourd'hui, notre but, c'est de l'honorer. Avec nous, on reçoit Nick Razaghi et Ramtin. J'ai oublié ton famille. Putain. Ramtin? Maherpour. Maherpour. Mais il y a un P dedans, non? Ouais, Maherpour. Maherpour. Putain. Ok, excuse-moi. Tu vas tout recommencer? Non, je dis... Ouais. Je commence tout à... Ah, très bien. C'est bon. C'est pas moi le host d'habitude, hein? Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau dossier Extra Time. Vous êtes habitués, l'Extra Time est dédié à des épisodes qui sortent de l'actualité. Aujourd'hui, notre but est de mettre à l'honneur un club qui a occupé beaucoup d'attention médiatique dans les dernières années, qui a été compétitif, qui a gagné des titres et qui nous a fait vibrer. Peu importe d'où tu viens, à Montréal, au Québec, tu as supporté ce club à un moment donné, parce que ce club a représenté à un certain point le foot québécois. Aujourd'hui, c'est le CS Saint-Laurent qu'on veut mettre à l'honneur et on accueille Nick Razaghi et Ramtin Maherpour. Bonjour les gars, Salut. Comment allez-vous? Bien et vous, merci pour l'invitation. Yes, super, super. Ben, j'espère que c'était pas trop loin ici, le studio de Saint-Laurent. Il n'y a pas de trafic entre Saint-Laurent puis Laval. Tranquille. Yes, super, super. Ben, avant de commencer, déjà, on vous ramène les deux parce que je pense que vous avez une belle histoire ensemble de tout ce que vous avez bâti. Puis, tu sais, quand on pense à Nick Razaghi, on pense à son bras droit, Ramtin. Je pense que c'était la chose à faire pour nous. Dites-nous, votre histoire, elle date de quand déjà, chacun? Et j'aimerais aussi que vous vous présentiez d'où vous venez dans le foot, qu'il soit québécois ou si vous l'avez vécu le foot d'ailleurs avant ça. Ouais, en fait, on est des amis en France. On se connaît depuis l'âge de 4-5 ans. Nos pères jouaient ensemble au foot, en fait. C'est comme ça qu'on se connaît. Wow. So, on a une longue histoire. Mais après, dans le coaching, c'est depuis 2015 qu'on s'est retrouvés et, avec Lakeshore, les filles. Et à partir de là, on a travaillé ensemble à Lakeshore, à Vanier et à Saint-Laurent. C'est un peu ça. Ouais, pas mal. Puis moi, quand j'étais plus jeune, je jouais dans le circuit. Je jouais en 3 et j'étais à MRO justement. Et j'avais commencé à coacher, je pense, à mes 18 ans. Et de mes 18 ans, c'est là que j'ai dit que je veux vraiment passer plus de temps à coacher. Et c'est là qu'éventuellement, j'ai joint Nick. Puis d'ailleurs, je dis toujours l'anecdote, mais c'était mon meilleur ami. Mais quand il voulait que je vienne travailler pour lui, il m'a amené un PowerPoint pour me présenter pourquoi je devrais travailler avec lui. J'étais comme, OK, sure. J'avais jamais vu un PowerPoint dans ma vie. Ouais. Et tu étais sold directement. Ouais, 100%. Parce que la réalité, c'est il m'a dit une chose qui m'a motivé. Puis il m'a dit, le but de faire ça, c'est vraiment d'aller pro, d'aller le plus loin qu'on peut dans le foot. Et perso, si je suis pour prendre un projet, j'aimerais mieux comme atteindre the stars if we can, you know. Pas juste le faire pour le faire. Ouais. So. Non, c'est ça, c'est clair et c'est fantastique. Je ne savais pas du tout cette histoire. Je veux rentrer déjà dans le vif du sujet qui est Saint-Laurent. Dites-nous comment vient le fait que maintenant, 2022 arrive, vous avez un club en semi-pro, en PLSQ. Anciennement, c'était pas la Ligue 1 Québec. Comment vous arrivez coach de cette première équipe? Donc, quand on est parti de Lakeshore, on a cherché nos options et après, on a croisé Saint-Laurent. De base, on coachait des filles avant, on voulait coacher des gars, mais Saint-Laurent n'avait pas de la place pour des gars. Donc, ils nous ont proposé un poste de filles. Au début, on a dit non. Mais après, éventuellement, on a dit OK, pour l'année d'après, ça c'est 2021, on a dit OK, on va faire ça, mais s'il y a une équipe semi-pro l'année d'après, on veut faire ça. C'est notre but, c'est notre objectif personnel. Donc, ils ont dit OK, sans problème. C'était une promesse, on ne savait pas s'ils allaient le tenir, mais ils l'ont tenu. Mm-hmm. So, on coach 1 an avec les U17 des filles, et après, semi-pro est arrivé, et ils nous ont donné la job. Et à partir de là, c'était bâtir une équipe pendant la COVID, au début, parce que c'était la deuxième, troisième phase de la COVID. Donc, on commençait les essais au mois de novembre-décembre avec plus que 500 personnes.
Et il faut dire qu'on connaissait peut-être 5 joueurs sur 500 parce qu'on était dans le monde des filles. So, Ramsen a joué futsal, l'équipe du Québec et tout, so, il connaît mieux les joueurs, mais c'est vraiment un nouveau projet de zéro pour nous, tu vois. So, on a dû bâtir une équipe. Après la COVID, on a fait des séances sur Zoom. On n'a même pas eu la chance vraiment d'être ensemble. So, quand on est revenu au mois de mars, c'était juste, OK, comme, commence, fais une équipe, la saison commence en 2 mois. So, c'était un peu ça le début, mais Matteo était là pour vraiment garder tout en place et après, avec son travail, on a suivi et on a pu commencer un projet comme ça. Et quand vous étiez en train de construire cette équipe, c'était quoi vos objectifs avec cette équipe? C'est quoi que vous vouliez faire? Donc, la façon dont le club et nous, on a prévu de construire l'équipe, c'est est-ce qu'on peut avoir des très bons jeunes joueurs avec quelques anciens pour cadrer un peu le groupe? Jeunes joueurs, ça veut dire 20-21 ans à l'époque. Aussi, c'était la génération de Wes, Yann, Cédric, tout ça, les gars. So, on a dit que, OK, on va essayer d'avoir ces gars-là qui retournent à la maison aussi, les anciens de Cédo comme Wes et Yann surtout. Et avec 2-3 anciens peut-être, on peut construire un truc ensemble. So, c'est un peu ça l'idée qu'on avait en tête. Après, ça dépendait des joueurs, c'est sûr. Wes a eu un contrat en Ukraine, donc il était parti de base. Yann est revenu. Même Moïse, on a parlé de lui avant, mais juste à ce moment-là, tout a changé dans sa carrière. So, ça allait vite. Et après, c'est une chose à la fois, tu vois. Comme Cédric est venu vers le mois de mars, si je ne me trompe pas. Après, Yann est revenu de l'école en avril pour jouer dans l'équipe. On avait Paymon, prêteur Lakeshore maintenant, mais on avait lui au début, c'est un gars d'expérience dans le groupe. On avait Shaq Michaud, gars d'expérience aussi dans le groupe. Donc, au fur et à mesure, ça a commencé à se construire. So, c'était un peu ça la vision et on a pas mal réussi à mettre ça en place, mais au début, c'était chaud parce que il faut le premier qui dit oui pour que les restes commencent à dire oui. Donc, dès que Sad Chowki a dit oui, après, ça a commencé à rouler un peu plus. Surtout Wes. Quand Wes est revenu, c'est là qu'il a rappelé tout le monde et tout le monde est venu un par un après. Parce que si je me rappelle bien, c'était beaucoup de joueurs qui jouaient déjà dans le circuit avec Saint-Hubert. Donc, c'était des joueurs qui étaient habitués de jouer ensemble. C'est les Wesley Wanje, Saad Chowki que tu mentionnes, tout ça. Ils étaient habitués déjà de jouer ensemble. Donc, un qui vient de Saint-Lô, il ramène tous les autres. Mais tu vois, même pour track back un peu, mais nous, quand on est arrivé à Saint-Laurent, à la base, vu qu'on était dans le circuit féminin, on avait quand même un bon track record dans le circuit féminin avec Vanier puis Lakeshore et tout. Et Lakeshore, c'était l'équipe dominante à travers le Canada en termes de foot féminin. Et Saint-Laurent, c'était l'équipe dominante en termes des gars. Fait que quand nous on est arrivé vraiment avec l'optique d'aider un peu plus les filles pour ensuite changer aux gars. Comme c'était un peu dans le deal, veux pas, avec Rocco et tout. Et c'est pour ça qu'éventuellement, la transition s'est faite relativement facilement. Même moi, j'ai coaché 2-3 ans même avec les filles à Saint-Laurent. Et après, quand on est allé avec les gars de Saint-Laurent, c'est là que tu as eu tout le déclic. Mais la réalité aussi, c'est un peu facile de ramener des gars à Saint-Laurent quand Saint-Laurent, toutes les équipes amateurs, ils gagnent tout le temps puis ils ont un bon track record. Ils investissent seulement dans le côté masculin, que c'était pas très compliqué de ramener les gars. Ouais. Après, il y avait le stigma de « Ouais, mais ces gars-là, ils ont juste coaché des femmes et tout. » Puis je pense qu'on a bien pu... C'est ça. Mais, déjà pour le recrutement, vous avez déjà un gage de crédibilité avec les joueurs que vous aviez ramenés, parce que c'était des joueurs qui étaient connus, qui étaient performants déjà dans le circuit, pour la plupart. En plus, vous ramenez des Payman Kabiri qui ont aussi eu un bagage dans le football. Maintenant, après 4 ans, je pense que tout le monde est unanime pour dire que Saint-Laurent, elle a une ADN, il y a une culture. Vous, quel est votre poids sur cette culture qui a été ramenée? Parce que vous prenez un projet qui part de rien. Maintenant, dites-nous déjà, dans vos mots, c'est quoi la culture de Saint-Laurent et qu'est-ce que vous avez fait, vous, depuis le début, pour l'instaurer? Le poids, je pense que c'est une question pour les joueurs et les gens de l'extérieur parce que c'est eux qui vont sentir plus que nous. Mais nous, notre mentalité déjà de base, et c'est important à souligner, c'est toujours non seulement de gagner, déjà c'est important, mais aussi d'aller au-delà de gagner. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut jouer le foot d'une manière que les gens peuvent apprécier et peut-être se rappeler. Et aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire qui serait fou. C'est vraiment comme ça qu'on pense et peut-être ça a l'air très simple et tout, mais pour nous, ça part de là. Et les gens autour de nous, ils doivent être dans l'optique de, OK, comme on veut faire partie de ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le vouloir pour lui-même, mais ils doivent vouloir faire partie de ça. Exemple, Shaq, à 30 ans, peut-être il ne veut pas aller pro. Shaquille Michaud? Oui, Shaquille Michaud.
Mais c'est correct. Mais il voulait aider ses gars, il voulait aider l'équipe, il voulait être là pour en faire partie. Donc pour nous, ça part vraiment de là. Et la culture de Saint-Laurent était déjà instaurée quelque part. Donc nous, on ne rentre pas dans une manière égoïste, dans le sens que on va jouer de notre manière, on va faire de notre façon. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Mais aussi, Saint-Laurent, c'est quoi Saint-Laurent? Saint-Laurent, c'est un club déjà que c'est excitant, ça attaque, ça prend des risques. C'est une communauté multiculturelle aussi, right? So, les gens dans l'équipe, tu vas voir un peu de différence entre chacun, mais ça fait la beauté du groupe, right? So, c'est un peu ce genre de trucs-là qu'on savait déjà de Saint-Laurent, donc on savait qu'on allait avoir des joueurs qui représentaient ça, avec notre touche personnelle là-dessus. Et dans cette année 2022, parce qu'il est votre première année en semi-pro, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez de cette année-là et vous vous dites, depuis là, maintenant on fait les choses différemment, on fait les choses de cette façon? Ou est-ce que vous êtes parti avec un protocole, une façon de faire, et vous l'avez suivi depuis votre premier jour au poste? Dès le premier jour, on voulait attaquer, mais je dirais que dès qu'on a gagné contre Blainville, le 4e match de la saison, ça a changé. Parce qu'on a gagné les 3 premiers matchs, déjà c'était super, mais Blainville c'était le premier vrai test, et en plus c'était 4 fois sur 5 champions à cette époque-là. So, on jouait contre même Papo jouait toujours, Max Lecomte jouait à cette époque-là. Après, il y avait Faquet qui devait jouer, mais aussi les autres gars de Saint-Hubert qui n'étaient pas avec nous étaient avec eux aussi. Donc, il y a beaucoup de hype sur Blainville. Emmanuel Macagno était toujours là, un coach qui était vraiment comme un bon coach. Légendaire. Oui, vraiment, honnêtement. C'est quelqu'un qui était capable de s'adapter souvent contre nous, changer ses plans de match malgré son succès antérieur. So, lui, il a vraiment été fort. Mais nous, ce match-là, dès qu'on perdait 1-0, tout le monde sûrement connaît l'histoire que Loïc il rentre, son premier match, il était blessé pendant 3 semaines. La semaine du match, il revient et dit « Ah, je suis good », OK. Et après, il était sur le banc et on perdait 1-0. On regarde vers le banc, on dit « OK, Loïc rentre ». Et on va voir ce que ça donne. Et après, the rest is history, as we say, right? Comme c'est tellement boost de confiance, la hype c'était à Vanier, célébration de fou. À partir de là, on avait une vraie confiance en nous. Et après, c'est juste enchaîner, mais à ce moment-là, je pense que tout le monde a senti un truc, une différence. C'est ça. Et c'était le tournant un peu dans cette saison qui, je pense, a généré un peu de frustration. Moi, c'est comme ça que je le perçois de mon point de vue, où vous finissez 2e, mais vous montrez qu'il y a quelque chose et vous auriez pu aller chercher mieux même que 2e. Et là, vous êtes frustré et vous vous dites 2023, on ramène la meilleure équipe du Québec, on les ramène tous les meilleurs. Le recrutement de fou qui a été fait. On ramène un Safwan Mla, un Aylan Kenoussi. C'est la saison où on a Mamadou Kane qui... non, Mamadou Kane arrive plus tard. On a un Bila Di Coreno qui vous rejoint. Obeng Tabi. Josué. Exact. Donc, un recrutement de fou. Est-ce que vraiment c'est cette année 2022 qui, comme je le dis, vous dites, il nous manque juste un peu? Peut-être un banc, quelque chose, on peut le chercher. Même en 2022, il y a une partie de la saison qu'on regrette tous encore à ce jour-là, mais durant le milieu de saison, on joue Québec, Beauport, chez nous, on marque le premier but et on perd le match 2-1. Alors que justement contre Bila, qui étaient forts dans justement cette manière d'être, et on joue Saint-Hubert encore, et si je ne me trompe pas, on égalise contre Saint-Hubert, mais on avait marqué le premier but, et ces 2 matchs-là, on perd 4 points, on en prend juste 1, et ça nous affecte pour le reste de la saison quand on était vraiment dans la course pour compétitionner. Aussi, il faut comprendre qu'FC Laval, ils étaient invaincus depuis la saison d'avant, puis ils marchaient sur l'eau. Mais ces deux matchs-là nous ont vraiment coûté. Puis en plus, des détails que les gens ne savaient pas trop, mais on avait joué un match contre Halifax durant cette période-là, un match amical contre leur équipe réserve, et Saint-Hubert aussi. Mais Saint-Hubert, ils avaient conduit jusqu'à Halifax en van. Nous, on avait le luxe d'avoir pris un avion. Mais ces gars-là, ils avaient fait un match aller-retour, la conduite et tout. Fait comme je te dis, après le match, ils étaient complètement morts, mais ça nous a affecté beaucoup pour la course de la saison. Fait que ça, c'était vraiment un peu notre immaturité qu'on n'avait pas pris, qu'on a pu après transmettre dans la saison, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui aurait pu arriver. Au final, le 2e match qu'on joue contre FC Laval, on gagne. Fait que ça remet un peu la course en jeu. Mais il manquait cette immaturité que l'année d'après. Après, il y a plus de détails qui rentrent, mais l'année d'après, on a pu faire la différence. C'est ça. Et avant de rentrer dans l'année d'après, moi, je veux te demander à toi, Raph, l'année 2023, maintenant. C'est quoi, toi, ton plus gros souvenir de l'année 2023, l'année du titre de Saint-Laurent? 2023, tu me mets en de spot, là. Il y en a plein.
C'est ça, en 2023, Mais- c'est loin. Là. Mais moi je te donne un match, qui pour moi m'a marqué quand même. C'était à Vanier, où vous perdez 1-0 contre Saint-Hubert. Et ce match-là, c'était vibe de fou. Aylan Kenoussi qui vous fait revenir au score. En fait, excuse-moi, vous égalisez d'un but de Josué et vous revenez au score à la dernière seconde. Une touche Après incroyable. un carton rouge, même vous jouez à 10, vous terminez le match à 10, carton rouge de Bila. Et Et je pense que le carton rouge était là quand c'était 1-0 pour eux. exact, c'est ça. Donc vous jouez à 10 pour la majorité du match et crochet semelle de Aylan Kenoussi, frappe de loin et on voit plus le terrain à Vanier. Là, c'est juste rempli. Mais ça pour moi, c'était un des matchs marquants de cette saison. Justement, je rentre dans 2023, mais dites-nous, vous, avec tout le recrutement qu'on vient de parler, comment vous gérez ça? Parce que tu as des grosses têtes maintenant qui arrivent, des joueurs qui sont titulaires à Blainville, à Beauport, un peu partout. Comment vous gérez ça, vous, comme staff, d'avoir un collectif qui pourrait être titulaire dans n'importe quelle ligue? C'était de base, quand on a recruté tous ces joueurs, c'était pour deux raisons. Un, parce qu'on voulait gagner la Ligue, on a fini deuxième. Et des opportunités se sont ouvertes parce qu'il y avait des joueurs qui voulaient peut-être jouer avec Saint-Laurent. Et deuxième raison, c'est parce que on ne savait même pas comment ça marchait, mais on s'est dit, OK, avec les saisons que les gars font, ils ont des agents maintenant, peut-être ils vont partir jouer CPL ou ailleurs. On s'est dit, OK, si on perd, mettons, tous nos attaquants, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de deux parties un peu le défi qu'on a eu. On commence à signer des joueurs. Et comme là, certains sont venus au début, exemple comme Josué. Josué était à Columbus, si je ne me trompe pas, en essai. On ne comptait pas sur lui de revenir. Et tout à coup, il revient au mois de janvier. OK. Après, des gars qu'on pensait aller avoir une pré-saison ou être en essai sont revenus. Donc, on se trouve avec 25 joueurs incroyables devant nous. Et on dit, OK, comment est-ce qu'on va approcher ça? Et le message était quand même simple et clair. Et je pense que c'est le message qui nous a propulsé vers aujourd'hui. C'est, OK, aucun d'entre vous, zéro, a eu leur chance. Même nous, on a appliqué pour des postes pro. Le poste d'Halifax est ouvert. Et ils ont dit, on est trop jeune. Pas de chance, pas entrevue, rien. OK. On est là, on est tous là. Personne n'a eu sa chance, personne n'a eu rien. OK, si on ne va pas nous regarder individuellement, on va le faire ensemble. Donc, le plan, c'est on tue la Ligue. On ne peut pas juste gagner, on va tuer la Ligue. Comme ça, tout le monde parle de nous. Après, si vous n'avez pas la chance d'avoir des contrats à part de ça, ça va être championnat canadien. On doit aller là-bas, on doit gagner, on doit bien jouer. C'est ça le plan qu'on a mis en place. Et on a dit, c'est la seule façon qu'on peut faire un truc. C'est vraiment ça. Pour les gars, c'est sûr qu'on peut parler grosses têtes, tout ça, mais à la fin de la journée, c'est des gagnants. C'est des gars qui sont compétitifs, ils veulent bien faire, ils ont des ambitions. Donc, on n'a jamais vraiment vu comme des grosses têtes en tant que telles. Sauf qu'à l'extérieur, tous les gens disent que ça va exploser à Saint-Laurent. Et pour eux, c'était une source de motivation de juste dire, OK, comme tout le monde parle de ça de nous, on va faire ça. Et le vestiaire était très bien géré par les joueurs aussi, il faut le dire. C'est pas toujours facile, mais très bien joué en général. On a parlé des anciens tantôt, comme Shaquille Michaud était toujours là, Bila et Dico Reno est venu là ces années-là. C'est des gars qui ont compris le circuit, mais des gars aussi qui étaient là pour aider l'équipe à gagner. Donc, par moment, c'était eux qui ont fait un peu de différence, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Mais l'approche qu'on avait, c'était plus important, et le but qu'on avait en commun, c'était plus important que des petits trucs individuels. Oui, parfois, il y a des embrouilles dans le vestiaire et tout, mais ça, c'est normal dans une équipe compétitive, right? En pratique, c'est encore pire. En pratique, c'était fou. C'était vraiment 100 000 à l'heure. Si un perd contre l'autre, oublie. Ils peuvent se King of the bagarrer, Court man. à 10h du matin à Bédurfé, là, tu demanderas aux joueurs, tu vas voir, c'était légendaire. À un moment donné, c'était rendu qu'il fallait dire aux gars de se calmer parce qu'arriver au match, c'était plus excitant. C'était fou. Arrivé au match, les gars, ils n'avaient plus de motivation de jouer. Ils voulaient le King of the Court du mardi matin qui revenait. C'était fou. C'était vraiment fou. C'était un autre niveau. Mais tu sais aussi, c'est une équipe que tu perds un match, puis ça peut péter. C'est une équipe où tu n'as pas le droit à l'erreur parce que tu es tellement fort. On avait 2 line-up qui auraient pu être dans le top 4 de la Ligue facilement. Franchement, c'était vraiment fort. Mais la réalité aussi, c'est ça la réalité d'être pro. La réalité d'être pro, c'est qu'un gars derrière toi, il veut ta job. Parce que c'est plus vraiment que pour le plaisir, right? Il devait commencer un peu à s'habituer à ça. Et même, on avait, dans nos PowerPoints de la saison, on avait dit qu'il faut vraiment être différent. On ne peut pas gagner la Ligue de 1 point ou 2. Il faut vraiment exploser la Ligue pour se faire démarquer. Puis on avait mis dans nos PowerPoints, tous les matchs, on les commence en perdant 2-0. C'est rendu que des fois, dans les matchs, on gagnait 2-0, tu entendais les gars dire « Guys, c'est encore nul, il faut aller chercher le score. »
Mais c'est la mentalité qu'il fallait mettre pour que... C'était un long-term plan also, to prepare for the Canadian Championship, puis avoir l'idée qui venait devant, tu vois. Mais c'était... Tu as dit que vous aviez comme basically 2 effectifs, 2 11 qui pourraient presque gagner le championnat. Comment vous avez fait pour gérer les minutes de tous ces joueurs et peut-être un joueur qui n'est pas habitué à être sur le banc, qui n'est jamais sur le banc de toute sa vie, et là peut-être il n'a pas beaucoup de minutes comparé à ce qu'il est habitué. Comment vous avez fait pour gérer ça? Il y a plusieurs façons. Ça, c'est le genre de truc qu'il lui aime faire. Prendre les meilleurs joueurs, puis après dire on va figure it out. Parce que moi, je te jure, moi au début, je suis tout le temps comme Nick, how are we gonna play them? C'est ça. Il y a tellement de défis. Mais la réalité, il y a Samir Morsley m'a dit ça une fois, il m'a dit quand tu es le meilleur dans le terrain, tout le monde le sait. Peu importe que les excuses que tu peux te sortir, quand tu es le meilleur, tout le monde le sait. Puis c'était vraiment ça, il fallait que les entraînements soient tellement forts où ce que tout le monde se regarde puis fasse comme OK, ouais, ces gars-là, c'est les meilleurs aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment, la plupart du temps, c'était les meilleurs 11 qui jouaient. Et en vrai, on n'avait pas tant de problèmes avec ça parce que le gars qui était à l'extérieur, Il savait. ouais, mais on donnait la chance. Parce qu'il y a des gars qui, justement, ils regardaient, ils disaient, j'ai bien performé, OK, je commence pour de vrai. C'est pas, j'ai bien performé, mais il y a un autre qui commence au-dessus de moi qui a moins bien performé. Tu vois? Exemple important, je pense, mais comme gérer, c'est vraiment gérer. Comme rien va être parfait dans ce genre de groupe. Mais donne un exemple. Comme derrière, quand tout le monde était là, à un moment donné, on avait Sakandé et, mettons, Jeff à droite, Nathan et Bila au milieu, Cédric Aubin à gauche, les 3 défenseurs. Donc, dis-toi, comme n'importe qui peut jouer, ça va bien, right? Donc, un exemple, c'est que Cédric, par exemple, a perdu sa place au début de l'année. Les 6 premiers matchs, Aubin a joué devant lui. Après, mentalement, c'est dur pour lui, right? C'est vraiment dur parce qu'il a joué tous les matchs l'année d'avant. Et c'était un peu fou de changer un défenseur qui était vraiment comme un effet positif dans le groupe. Mais 7e semaine, on joue autrement. La seule équipe qu'on n'a pas battue l'année d'avant. Donc, c'est le plus gros match pour nous contre les anciens qui veulent toujours battre les jeunes. Edke, Hamza, Bilal, comme tout le monde était là ce match-là par hasard pour autrement. En passant, tout le monde est prêt à jouer. Et la semaine du match, on est déjà en feu. Donc, on se dit que, OK, on va garder les mêmes gars dans ta tête. Mais après, Cédric, il sort une semaine de fois à l'entraînement. Donc, il était bon au point qu'on s'est dit, on ne peut pas le garder dehors. Sinon, ça va contre tout le concept de l'équipe. Tu vas le tuer si tu le gardes dehors après cette performance-là. C'est impossible. Tu vois, et c'est un exemple. Il y avait Oussama dans le même contexte. Oussama, là, on sait c'est qui, on a vu ses performances. Mais le premier match, c'était Sad et Safwan qui jouaient plus bas. Après, Bila joue ce match-là, non? Bila. Ouais. So, le premier match, Sad et Safwan jouaient. Après, Oussama, c'est crazy. Le prochain match, il fait des pratiques de foot. Dans le match, il complète 71 sur 72 passes. Wow. So, et il marque un coup franc. Ouais, il marque le coup franc de 30 verges. C'est des moments comme ça et le but, c'est de faire comprendre que ça, c'est de la vraie concurrence dans une équipe. Tu dois être aussi bon que le coach n'a pas le droit de te faire jouer. Et ça, c'est, je pense, une des choses que j'aimerais que tous les joueurs, tous les jeunes, tous les anciens même retiennent, c'est que si tu es vraiment bon, comme Ramsey l'a dit, tu vas démarquer. Mais si tu es bon et c'est discutable, OK, c'est discutable. C'est le coach qui a son opinion. Mais des moments comme ça, quand les gars ont commencé à sortir des petits moments comme ça, des petites performances comme ça, c'était juste une façon de monter le niveau du groupe. Et je ne te mens pas que ce n'était pas facile pour tous les gars de vraiment capter ce concept, mais dès qu'ils ont compris, tu as vu une différence. À la fin de l'année, par exemple, Cédric a joué plus qu'Aubin. Mais au début, c'était plus Aubin. Et ça, c'est une bonne concurrence, parce qu'à la fin de la journée, c'est toujours entre eux des amis, toujours des gars. Même si Cédric voulait jouer, Aubin voulait jouer, même s'ils se disaient, moi je vais jouer, mais au final, eux, sur le terrain, they had each other's back. Ça, c'est ce qui est important. Donc, je dis que c'est pour ça que le groupe était extrêmement compétitif entre nous, mais en même temps, on a réussi parce que dans le vestiaire, ça pouvait crier dans le vestiaire entre nous même, entre nous et les joueurs, entre les joueurs et les joueurs, mais au final, quand on sort de là, c'est nous contre tout le monde. So, je trouve que c'est vraiment ça. C'est pas facile, mais c'est simple. Là. Moi, un truc qui m'a marqué aussi cette année-là, c'est qu'à domicile, c'était rouleau compresseur. C'était des 3, 4, 5 buts de différence à chaque fois sur les matchs à domicile. Je me souviens, je pense que c'était Celtics à un moment donné qui vient, qui se prend aussi un 5-1. Beauport, pareil, je crois qu'il y a 7 buts marqués contre Beauport. C'est 5-1, ce match. Ouais, 5-1. FC Laval, le match d'après. Voilà. Ouais. Vraiment, vous aviez instauré un esprit où tous les joueurs jouaient pour leur vie chaque match parce que derrière eux, tu as quelqu'un qui peut jouer, qui peut prendre leur place. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'après vous faites
ce que vous faites juste après le championnat 2023, mais est-ce que vous avez la mentale déjà sur le championnat canadien pendant que vous jouez l'année 2023? Parce que tu m'as bien dit, Nick, que vous vouliez rouler sur la Ligue. Mais est-ce que derrière ça, c'était pas juste d'avoir un championnat, une coupe où vous rouliez sur la Ligue? Est-ce que derrière, il y a déjà le championnat canadien, vous visualisiez ce que vous vouliez faire au championnat canadien? On est obligé de le faire en tant que coach. Comme même nous, c'était un peu loin et on n'a pas vraiment réussi, mais c'était pensé après le championnat canadien, ça serait quoi les réactions? Parce qu'après le championnat canadien, c'est soit tu make it, soit tu poses des questions dans la vie. Donc, notre job, c'est de prévoir le plus possible tout ce qui est devant nous. Après, les détails changent au fur et à mesure, au cours du temps, ça change, et c'est aussi les circonstances changent autour de toi. Mais c'est sûr qu'on n'a pas. Excusez-moi. C'est sûr qu'on a pensé de ça entre nous. Comme on ne parlait pas trop aux joueurs de c'est ça, mais on pensait déjà, OK, si on gagne cette ligue, OK, après on voulait gagner la coupe. Mais après, c'est aussi qu'est-ce qu'on a besoin pour être prêt pour le championnat canadien, parce que ça, c'est une autre discussion en tant que telle, mais c'est une préparation complètement différente. Donc, Même la mentalité de gagner la coupe, le championnat canadien, c'était ça la mentalité. On voulait pas aller juste participer et tout. On voulait gagner le premier match, mais on veut gagner, on veut tout gagner. C'est ça la mentalité. You cannot go into these competitions to participate. Genre, ça marche pas. Tu dois aller pour faire une différence. Puis on savait aussi l'histoire des équipes québécoises qui sont allées dans le championnat canadien, puis on voulait être une des premières équipes à faire l'exploit avec la manière aussi, tu vois. C'était dans la tête dès qu'on a commencé. On s'est dit, OK, on a l'option, ça c'est en 2022, on a l'option d'aller jouer un championnat canadien. OK, well, let's work towards that. Why not? Ouais. Et tu as parlé de la préparation un peu qui était différente au début de la saison du championnat canadien. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi que vous avez fait différemment pour vous préparer pour ce championnat canadien? déjà, on a fini la saison fin d'octobre. On a commencé les entraînements physiques un mois plus tard. Ce qui est difficile, parce que l'année d'avant, on avait 3 mois de vacances. Mais avant ça, la préparation, c'est toujours dans l'optique de qu'est-ce qu'on aura besoin pour jouer ces matchs-là. La première chose, comme tu viens d'en parler un peu, c'est côté physique. Déjà, au Québec, on est un peu en arrière parce qu'on est un peu moins assidu sur ce genre de trucs-là. Comparé à Ontario, par exemple, Colombie-Britannique, tu vois un peu la différence dans la mentale, dans la discipline, dans le physique des gars. C'est OK. C'est numéro 1. 2, c'est checker tous les résultats. Comme Antoine vient de dire encore, c'est OK. À chaque fois, entre le 30e et 45 minutes du championnat canadien, l'équipe Samiro encaisse un but. Guaranteed. Always. Même cette année, même chose. Wow. So, ouais, mais sûrement, quelque part, mentalement ou physiquement, ça drop. Tu te dis, OK, clairement, il y a un truc qu'on doit régler là-bas. So, après, c'est qu'est-ce qu'on a besoin vraiment pour arriver à ce point-là. Donc, c'est parler avec des gens qui peut-être en connaissent un peu et voir qu'est-ce qui va marcher pour nous. C'est plus d'entraînement, oui, mais je pense que tout le monde fait plus d'entraînement, mais c'est quel genre d'entraînement, combien de fois par semaine. Aussi, il faut dire encore que les gars s'entraînent à l'extérieur aussi, donc ils sont vraiment assis dans leurs affaires. Certains s'entraînaient 8 fois par semaine parce qu'ils étaient juste comme ça, right? Mais nous, on donnait 4 sur le terrain, plus 2 courses. Mais ce n'était pas juste des courses n'importe quoi, c'est une course calculée. Comme un truc bizarre que courir plus lentement, ça t'aide encore plus que courir rapidement. Ça a l'air un peu bizarre, mais il y a une science derrière tout ça. Mais bref, le point, c'est de dire que tout ça, c'est des réflexions de qu'est-ce qu'on a besoin pour se préparer. Ça, c'est 1. Et après 2, c'est, OK, quelles sont les équipes on peut jouer? Quelles sont les circonstances autour? Et dès qu'on a su qu'on jouait contre Halifax, c'était au mois de février, on jouait contre York, notre premier match CPL, et ça fait aussi partie de la préparation, c'est jouer des bonnes équipes. Jouer TFC 2, York, Forge, on jouait Atletico Ottawa et Starting 11, on a moins joué des pros, même si ce n'est pas une équipe. Donc on a dû voir exactement c'est quoi pour sentir comme ça qu'on va là, au moins on a une idée. Donc tout ça, ça rentrait dans la préparation, et c'est quand on a su en février qui on jouait, à partir de là, c'était tout savoir sur Halifax de A à Z. Comme ça, le jour du match, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de surprise. Même pour ajouter ce que Nick dit, la partie où beaucoup de gens, je pense, qui trompent un peu, parce qu'au final, ils sont plus costauds que toi. Ils s'entraînent tous les jours et en général, c'est leur job. Ouais. Fait qu'ils vont être non seulement plus fit, mais ils vont être plus musclés aussi. La réalité, c'est que nous, on ne pouvait pas se permettre de travailler sur le côté musculaire, si tu veux, dans un sens, parce que il faut qu'ils mangent bien, il faut qu'ils dorment bien. Et la réalité, tu ne peux pas contrôler tout ça. Non. Mais le minimum, c'est que tu peux courir autant qu'eux. Ça, c'était le minimum. Puis le cardio, ça se fait assez rapidement. So, on a focus là-dessus à la place. Déjà qu'ils jouaient futsal, il y avait le championnat canadien aussi. C'est quoi, C'est la CONCACAF qu'il y avait pendant votre préparation. Exact. On avait 5 joueurs qui étaient là-dessus. Donc, il y avait tout ça. Plus, les gars, ils s'entraînaient tout seuls aussi. Mais déjà, il fallait savoir quoi entraîner correctement. Puis vraiment prioriser une chose et you give up something, but you at least prioritize something else.
il fallait aussi aller contre des équipes-là parce que tu peux pas ne défendre 90 minutes. Tu peux peut-être être chanceux. C'est arrivé avec, je pense, les Rovers et tout. Il y a une saison où ils défendent tout le match. Ils ont une frappe, puis ils réussissent à gagner. Ça arrive, ça peut arriver, mais la réalité, c'est que les chances sont contre toi. Fait qu'il fallait être capable de jouer. Après, tu as des gars comme Oussama qui, God bless him, genre, le gars, il roulait le milieu de terrain lui tout seul, la réalité. Tu avais Mamadou Kane qui est arrivé en plein milieu de notre hiver. Mais tu as aussi ça, puis tu as l'aspect où que Nick a dit, il fallait jouer contre ces équipes-là, il fallait être corps à corps, il fallait voir c'était comment on joue contre York, on se prend une chance de 4-0. Parce que la réalité, c'est on perd le ballon en plein milieu de terrain, le premier but c'est comme ça, on perd le ballon en plein milieu de terrain, la balle se fait chip dans notre but. Mais en Ligue 1, tu n'as pas cette réalité-là. Ouais. Là-bas, c'est la réalité. Ils n'étaient même pas fit, ils revenaient de vacances. Ils étaient complètement morts, mais ils nous ont mis 4. Right? On joue contre Ottawa, on réussit à faire 1 la première mi-temps, puis on marque le premier but. Mais après, il nous manquait un peu de profondeur. Les gars, c'était équipe futsal et tout. Donc, tu sais, comme on commençait à voir un peu, OK, on peut marquer. On avait cette espèce de réalité de, OK, c'est faisable, ça se fait. On joue contre Forge, on réussit à les battre 2-0 chez eux. Et en plus de tout ça, on joue dans des grands terrains. Que Vanier, au final, c'est un petit terrain. On n'est pas habitué de jouer dans des grands terrains. Il faut courir plus. Il faut avoir plus il faut être plus intelligent. Quand tu montes le ballon, tu peux juste attaquer à chaque fois, perdre le ballon, revenir, défendre tout le match. Donc, toutes ces réalités-là, c'était juste par rapport à l'expérience. On avait 3-4 matchs pour avoir l'expérience. Et en plus, l'histoire, elle est belle. On se fait refuser à Halifax. Dans York, on se fait dire on joue contre Halifax. Bon, c'est parfait. Là, ça nous donne encore plus de motivation. Il faut aller les battre maintenant. Right? Mais c'est une longue préparation, but it has to be done well, realistically. Mais tu sais, tu mentionnes toute la préparation que vous avez pu faire, mais je veux qu'on reste aussi concentré sur le fait que vous êtes un club amateur à la fin de la journée. Ben, semi-pro. Mais la structure derrière, est-ce que vous avez toutes les conditions que vous vouliez? Est-ce que vous aviez toutes, tu sais, un 3e, 4e entraînement, le 5e entraînement, c'est des terrains à payer, des terrains à louer, des déplacements, parce que vous partez en déplacement à York, vous partez en déplacement à Forge. Tu sais, comment est-ce qu'on vous back? Comment le club vous back par rapport un peu à tous ces efforts que vous voulez mettre, vous, le staff qui s'occupe du sportif? Je pense que c'est un des secrets de Saint-Laurent, mais Matteo, Rocco, Jack, Kwame. C'est 4 gars qui sont les piliers du club. Matteo, celui qui a parti le programme semi-pro, c'est lui qui en fait met tout en marche. So, le fait de vouloir jouer les équipes... Matteo Cabanet. Oui, Matteo Cabanet, désolé, je ne suis pas habitué à dire des noms de famille. Matteo Cabanet. So, Matteo, c'est lui qui a commencé le programme en tant que directeur. C'est lui qui les a embauchés pour le poste. Mais c'est lui qui a appelé toutes ces équipes-là. C'est lui qui a amené des idées de jouer contre ces genres d'équipes-là. C'est lui qui était tout prêt pour jouer ce genre de match. Et non seulement il avait ses idées à lui, il était prêt à discuter avec nous pour voir nos idées, pour tout mettre ensemble. Et c'est lui qui a fait toutes les étapes. Et il faut dire qu'il a travaillé pas seul, mais il a fait beaucoup de taf lui-même. Mais plusieurs chapeaux. Ouais, le taf pour 2-3 personnes, c'est Matteo qui le faisait. So, déjà, quand tu as quelqu'un dans la direction qui met ce genre d'énergie et de passion dans le travail avec le plan derrière, déjà, ça part bien. Right? Donc, lui, mais après, il y a Rocco au-dessus de lui, par exemple. Right? Rocco, c'est la face du club, on sait tous c'est qui. Mais Rocco, tu vois, dans sa mentalité, il est déjà avec nous. Et on ne peut pas prendre pour acquis avoir des gens autour de toi qui ont la même mentalité. Parce que si on dit on veut aller là-bas, ils vont dire c'est trop cher. OK, c'est trop cher, on ne peut pas y aller. Mais on se dit OK, non, on va trouver un moyen. Ça va être difficile, mais on va le gérer parce qu'on veut vraiment bien faire. On veut vraiment faire quelque chose de spécial. Donc, Rocco a bâti ce club Saint-Laurent de rien. C'était nul, comme tous les gens disaient. Et là, c'est, selon nous, le meilleur club amateur, selon nous, de loin, et sans manquer de respect au club. Mais de tout ce qu'on voit, je ne pense pas que ça va être disputé. Et le fait que Rocco a instauré ça dans le club, après, Jack et Kwame sont des gars peut-être moins connus dans le circuit semi-pro, mais Jack, c'est lui qui trouvait déjà tout le terrain de nulle part. Parce qu'à Saint-Laurent, il n'y a pas de... Il y a juste un complexe qui est un petit terrain et il y a je ne sais pas combien d'équipes. Donc c'est très dur à trouver le temps de jouer. On devait jouer sur les grands terrains 4 fois semaine, donc c'était lui. Et tu as Kwame qui, de base, Kwame, c'est une des raisons que les joueurs sont revenus à Saint-Laurent parce qu'il les a coachés en tant que jeunes. Kwame a coaché des bonnes générations à Saint-Laurent. Après, c'est lui qui connaît la culture de club plus que tout le monde parce que quand on avait des questions, des incertitudes, c'est lui qui nous aidait. C'est lui qui est capable de donner ce petit truc de plus aux joueurs. Donc, tous ces gars-là, c'est des gars autour qui te font sentir que tu es dans un club qui va tout faire pour réussir cet objectif. Donc, nous, on se sent
je sais pas, protéger bien, tu peux dire tous les mots possibles. Mais tout ça, ça fait en sorte que les outils à notre disposition sont là. Et nous, on a juste à réfléchir à des idées, les pousser. Parfois, ils vont dire non, c'est trop, vous abusez, mais ils vont essayer quand même. Donc, ça, c'est le genre de club qu'on a. Donc, je suis sûr que comme n'importe qui serait chanceux de faire partie de ce club-là parce qu'ils vont littéralement tout faire. Je sais qu'à l'extérieur, parfois, on a une certaine image Saint-Laurent, parce que moi, j'étais à Lakeshore avant, j'avais une image Saint-Laurent. C'était mon ennemi sur papier. Mais quand je suis arrivé là, je dis, oh, c'est vraiment une famille, tout le monde va tout faire pour rien et oh, c'est des bons, là. So, il faut vraiment leur remercier pour tout ça parce que sans eux, aucun de ça se passe. Non, mais c'est pour ça que je veux mentionner ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir. C'est pas tous les clubs qui ont la chance d'avoir des gens qui se donnent corps et âme pour que le sportif puisse travailler comme il veut travailler. J'imagine que vous vous en demandez beaucoup à Matteo et toute cette belle équipe, mais vous avez pu faire quelque chose de bien avec ce que vous avez eu, c'est super. Vous nous parlez de la préparation que vous faites. Maintenant, je veux qu'on rentre. On est en 2024 maintenant. Vous avez un recrutement qui a été fait. Vous parlez de l'ajout de Mamadou Kane qui a été un joueur important même dans ce périple au championnat canadien. On arrive à Halifax. Vous jouez un match en Ligue 1 Québec avant celui-là au FC Laval. C'est un peu moyen. Il y a des joueurs qui reviennent du championnat de la CONCACAF futsal. Vous n'avez peut-être pas le score que vous vouliez avant un gros tournoi. C'est quoi votre état d'esprit? Vous partez à Halifax et est-ce que vous sentez que vous êtes fin prêt? Parce que comme tu dis, tu as 5 joueurs importants qui étaient à la Gold Cup. Et est-ce qu'ils sont cramés? Est-ce qu'ils sont en santé? Comment ils sont mentalement? Dites-nous maintenant, pour partir à Halifax, c'est comment? Oui. Déjà, les joueurs sont revenus en forme, sont en santé, ça c'était bien. Mais ils ont eu l'expérience de jouer devant 7 à 10 000 personnes sous pression pour leur pays. Donc, Des Latinos en plus. Là. Ouais. Pour vrai, là, je pense que c'était un plus au final parce qu'ils ont pu cette expérience de jouer devant les gens. Parce qu'ils jouaient à Halifax, c'est devant 4500 personnes qui crient, qui sont passionnés. Comme Halifax, ils ont le plus d'attendance dans la ligue. Ça, on ne pouvait pas préparer ni jouer sur le gazon parce qu'on voulait pratiquer sur le gazon, mais on ne pouvait pas ici. On a pratiqué la veille sur le terrain, mais ils n'ont pas arrosé. Le match, il a arrosé le terrain. Donc, ça, on n'a pas pu préparer. Et aussi, même si les gars très, très, très en confiance, 99% du temps, c'est sûr qu'au début du match, il y a un peu plus de... C'est le match de notre vie. On se sentait le plus préparé possible parce que il faut se dire c'était une préparation mentale depuis le début 2023. Donc, c'est pas comme si on est arrivé, OK, on va bien jouer aujourd'hui. C'est un travail qu'on a fait plusieurs fois en sachant que c'est le match de notre vie, c'est important, mais on savait comment on veut jouer, comment on va aborder le match. Après, 1 heure avant le match, tu reçois les alignements. Donc, on a juste pu voir qui va jouer, comment est-ce qu'ils vont jouer. On a fait nos ajustements dans la tête. Après, on est parti là-dessus. Right? Les 15 premières minutes, c'était un peu comme tu rentres dans le match. C'est important dans ce stade-là de ne pas prendre de but au début. Si tu peux les surprendre, vas-y, on a eu des chances. On a eu des occasions très franches. On était le plus préparé qu'on pouvait y être, mais après, c'est sur le coup. Et ça, il faut vraiment challenger les joueurs parce que ces gars-là sont capables de gérer des pressions de fou. Parce que tu peux faire n'importe quoi que tu veux en tant que coach. C'est eux devant un terrain, c'est eux avec le ballon, c'est eux avec un pro dans leur face, c'est eux avec la pression, c'est eux avec 4500 personnes, puis leur famille qui regarde chez eux. Donc, c'est eux qui doivent gérer tout ça. Et les gars sont des vrais bonhommes. Ça, il faut leur donner à 100 000 %. Comme gérer la pression, j'ai jamais eu un groupe qui est capable de gérer la pression comme ça. Mais eux, sous pression, yeux fermés. Incroyable. Aussi, il y avait un contexte à rajouter dans tout ça, mais la réalité, c'est on jouait un peu avec même plus de pression après les deux côtés, je pense, parce qu'il y avait le match, on savait qu'il y avait le match retour contre TFC. On avait 2 matchs. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose à gagner de plus que non seulement battre une équipe CPL, mais il y avait aussi Halifax qui devait gagner ce match-là parce qu'ils voulaient rejouer contre Toronto. Évidemment, financièrement, ça les aide énormément. Mais aussi l'aspect où ils avaient perdu contre TFC l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, ils avaient extrêmement mal entamé leur début de saison cette année-là. Ils avaient fait un bon recrutement, mais ils avaient vraiment mal entamé. Et même, il avait dit devant les médias que ce match-là, c'était pour relancer leur saison. Et tu rajoutes à tout ça, comme j'ai dit tantôt, qu'ils ont pris ce coach-là au-dessus de nous parce qu'on est trop jeunes. Ben, tu nous donnes toutes les raisons. Mais l'idée qui était extrêmement importante, on s'est dit, ça, c'était dès le premier jour.
On va pas là-bas pour participate and defend. On va là-bas pour montrer comment on peut jouer, dominer le ballon le plus qu'on peut dans les moments qu'on peut, and actually show what Saint-Laurent is about. On voulait pas juste le faire en Ligue 1, on voulait le faire aussi en CPL pour montrer que c'est faisable. Non seulement pour nous-mêmes, puis montrer que on peut gagner, puis on peut aussi promouvoir nos jeunes un peu plus. Mais dans l'autre aspect aussi, je pense que c'était extrêmement important, c'est on avait eu tellement de... Aucune équipe québécoise avait marqué contre une équipe CPL. Et c'était un plafond que le Québec avait jamais réussi à passer. De plus, qu'il n'y avait aucune équipe CPL pour quelconque raison au Québec. Fait que pour nous, c'était comme tout devait être ensemble. Il fallait donner une raison d'avoir une équipe CPL au Québec. Il fallait donner raison que si tu fais les choses correctement, c'est pas si loin que ça. You can actually score against them. You can make the difference against them. Fait qu'il y avait encore plus d'enjeux dedans. Et je pense que ça a aidé à enlever un peu. Puis on s'est dit aussi, la pression est plus sur eux que nous. Si nous, on perd, it's expected. If they lose, you train every day. You go home, you chill, you're relaxing. Nos gars, ils s'entraînent, ils vont travailler après le lendemain. La plupart d'eux dorment mal à cause de ça. Puis en plus que nous, on s'entraîne 4 fois semaine. Fait qu'ils n'ont pas les outils pour récupérer et tout. Fait le plus important, c'était vraiment juste d'y aller sans complexe et vraiment juste jouer. Et même, tu le vois au début, le début du match, je pense que c'est Nathan qui fait une erreur, on donne un péno, et directement sur l'action d'après, Nathan il fait une erreur, puis c'est Costa qui le sauve. Mais on est resté dans le match, puis on a dit, tant pis, we're going to get the job done. Costa, il nous sort une parade, puis après, ça aide tous les gars à revenir. On se fait siffler un péno juste après, sur l'action d'après. Donc, ouais, on n'avait pas ce complexe. On s'est dit, whatever happens, happens, and we're going to figure it out. Mais c'était avec cette mentalité-là qu'on est rentré dans ce match-là. Et vous l'avez fait, vous l'avez figure out. Et comment vous avez vécu le fait de gagner, justement, marquer, après ça allait en penalty, vous gagnez, puis comment vous l'avez ressenti, tout ça? Mais moi, je vais rajouter une autre chose aussi là-dedans, mais je pense que l'expérience de quelqu'un comme Oussama était extrêmement important. Ouais, parce que Oussama, je lui ai dit, Oussama, tu penses que comment le niveau et tout? Il dit, contre qui? Là, j'ai réalisé à quel point ce gars-là, il est joué à un haut niveau. Ça reste qu'il a gagné la Champions. Ligue des champions africains. Ouais, avec l'expérience de c'est pas rien. Donc, ce gars-là, pour lui, c'était vraiment walk in the park. Puis quand tu le vois jouer, garder le ballon devant ta boîte de 18, il appelle les joueurs vers lui, puis il rit, puis il met des toilettes. Tu te dis, ah ouais, OK, lui, il mange cette pression-là, c'est rien. Et sa qualité et tout, ça a amené un gros calme. Je peux te garantir que les gars comme Nathan autour de lui, c'était beaucoup plus relaxé. Les attaquants, ils savaient qu'ils allaient recevoir des ballons. Et il est tellement primordial dans le style de jeu. Et aussi, pour ajouter, mais il y avait Mamadou Kane qui vient au bon moment. Et la transition n'était pas nécessairement facile parce que lui, dans un sens, il descend de niveau. Mais il s'est dit, OK, il y a un moyen. Puis des fois, dans les vestiaires, il y a plus d'expérience que les autres gars. Donc, il s'est adapté extrêmement bien à notre équipe parce que nous, on voulait. Et il faut se dire une chose avec Mamadou, il y a une chose que personne ne peut lui enlever, mais c'est un métronome devant le but. Le gars, c'est un bonhomme. Franchement, c'est un bonhomme. Il vient devant le but, il a tellement de confiance. Il a pris 2 pénaux puis il a marqué un but. No, what else you want? Il a marqué les pénaux importants. Like, he is the man of the situation. So, ça nous a aidé aussi à comme, calmer un peu le tout. Puis après, tu as des éléments, là, Riyad, Yann, Safwan et tout, qui sont tous là en train d'aider. Jeff nous sort une pépite, il nous sauve 2-3 arrêts à la fin de match où franchement, ils auraient dû marquer. T'as West qui absolument tue le gars qui est devant lui, tout le match. Ouais. Tout ce qui avait des questions, puis il le tue complètement. So, t'avais les Aubin aussi qu'ils ont géré, mais tout le monde a step up après le 15-20 minutes que Nick disait aussi. Et même comme Oussama, il se retourne et dit « Guys, calmez-vous, we'll figure it out, it's all fine. » So, c'est pas mal tout ça qui donne l'aspect que « OK, well, it's doable. » Puis la réalité, c'est, pour répondre à ta question finale, we got kicked out of the field. On est resté là après le match. On a célébré. Nos fans sont rentrés dans le terrain. Ils pensaient qu'ils étaient à Vanier, sécurité et tout. Ils ont réalisé, OK, c'est pro. Ils nous sortent du terrain. On reste là jusqu'à la fin. Tout le monde était parti. On était encore là sur le terrain en train de s'amuser. Le vestiaire, c'était le bordel complet. Mais, ils ont travaillé, 1 an et demi quasiment pour ça. Ouais. Limite, presque même 2 ans. So, ça faisait tellement du bien. C'était un gros relief. En plus de tout ça, tu savais que tu as Bernardeschi et Anthony qui t'attendent. Ouais. Mais tu sais, juste pour rajouter encore surtout, on était tellement confiants de ce qu'on allait faire que littéralement, quand le match est fini, Rocco, il fait un appel, bang, les billets de Claude Robillard, c'était déjà sur le site Internet à vendre. Et une parenthèse, mais pour te dire quel genre de personne Rocco est, moi-même, je dis, Rocco, comme, c'est une chance de faire de l'argent pour le club. Il dit, non. Les billets sont tous vendus à $20, peu importe ce qu'il y a dans le stade. Il a dit, je veux pas une scène de plus, une scène de moins. Un stade de 7000 personnes s'est rempli comme ça, évidemment. Après, somehow, it was like 8000 people. Mais, tu vois, c'est la genre de personne pour qui tu travailles. T'as un gars comme lui qui
ils offraient des souliers à des joueurs pour les aider parce qu'il y avait c'était sur gazon. So, like, how can you not kill yourself after for your boss who's like that? You know what I mean? Yeah. So Mais it en makes même it temps, easier. ce run-là, c'était un run pas juste pour Saint-Laurent, mais je le répète, c'était aussi un visage du foot québécois, du foot amateur québécois. Puis c'était comme quoi il y a de quelque chose dans cette province qui peut être travaillé et il y a de la lumière à mettre sur cette province-là. Et ce que vous avez fait avec des joueurs qui étaient des joueurs amateurs, qui avaient le statut amateur à ce moment-là, oui, tu as un Mamadou qui passe du professionnel, au Oussama Bouganmi qui a joué professionnel, peut-être que j'en oublie dans ce groupe, mais je pense pas. Mais vous avez des joueurs amateurs qui, là, montrent qu'ils peuvent compétitionner. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Tu as mentionné un Jefferson, mais juste après, l'année d'après, non, même quelques mois après, il signe dans ce club-là, il signe à Halifax. Safwan Mla qui signe à Valour en CPL. Loïc Kwemi, pareil. Donc, Loïc signe à 27 ans. voilà, Ah, ça, non. c'est fou. Ça, c'est du jamais vu. Et ça, on a Imagine pu... s'il avait signé à ses 22 ans, 21 C'est ans, ça. frérot. Exact. On a pu discuter de ça avec lui, aller voir l'épisode dédié au CS La Salle. Mais, non, mais tout ça pour dire, Rocco, chapeau à lui, il a mis un peu, il a calmé le tout pour dire, oui, je pense que c'est une occasion de faire venir le plus de monde possible. Si vous mettez des billets à $50, $60, $75, peut-être qu'on ne ramène pas tout le monde du foot québécois. Et honnêtement, c'était une fête cette soirée-là. Tout le monde s'en rappelle. Tous ceux qui étaient là s'en rappellent. Diego, il m'en parle jusqu'à aujourd'hui, qui pleure encore de cette soirée-là. Mais Dans non, ses débuts, là, dans ses débuts. c'était très beau. J'ai une question pour vous. Et ça rentre un peu plus sur le terrain. Il y a une équipe qui joue et qui démarre contre Halifax, et il y a une équipe qui démarre contre Toronto. Les changements que je remarque, c'est surtout au niveau défensif, du côté gauche, où on a un Cédric qui ne joue pas contre Halifax, où il y a un Obeng central gauche et un Riyad piston gauche. Je voudrais que vous m'expliquiez, vous, pourquoi le changement à Cédric Adamou central gauche et Obeng piston gauche contre Toronto. Parce qu'il y avait aussi Yann est sorti et Sylvain est rentré aussi. Exact. Mais Cédric Aubin, en réalité, il faut aussi shout-out le staff parce qu'on avait un staff de 10 personnes qui étaient là pour le même but. Oui, on l'a vu. C'était impressionnant. Juste pour te dire, ce staff-là, franchement, ils ont fait du travail parce qu'on connaissait. Quand je te dis on connaissait tout sur les joueurs d'Halifax, on connaissait tout sur les joueurs d'Halifax, littéralement tout. Les gars de Toronto, on connaissait toute leur histoire. Ça avait même limite tout ce qu'ils vivaient quasiment. On avait tout étudié sur eux. Tous les pénaux, on savait où ils allaient les prendre si on voulait. Tout. Même la bouteille de Costa Maniati, c'était... Tout était prêt. Là. Tout. Costa, il n'y avait aucune décision à faire. Il savait déjà toutes les décisions. Fait qu'on avait tout déjà préparé avec. Le staff était incroyable, franchement. Même sur les set plays et tout, on avait tué ça. Ouais. So, Toronto, ce match-là, quand même, grosse banque d'informations. Après, un choix de sortir quelqu'un comme Riyad, qui est un joueur incroyable et qui aurait mérité sa place. C'était un peu dur, mais on s'est dit, on va être plus costaud défensivement. Mais aussi avec ballon. Cédric a certaines qualités avec ballon et Aubin a d'autres. Donc Cédric a aussi un peu une fierté défensive qui ressort encore plus dans des grands matchs. So, on s'est dit, OK, on va parier avec lui, même s'il n'avait pas trop joué avant ça dans la saison. C'était pas son meilleur moment. On a dit, OK, Cédric, on te donne ce moment-là. Et Aubin sur piston parce que avec sa vitesse. Right? On se dit, OK, on va prendre un peu de risque sur sa vitesse parce que c'est MLS. On s'entend que CPL et MLS, c'est très loin. Comme Ligue 1, CPL, c'est une chose. CPL, MLS, c'est autre chose. Surtout quand tu as des Longstaff qui a marqué dans sa carrière contre Man United. Tu as Insigne qui était pas là ce match-là, le deuxième match. Bernardeschi, on sait tous c'est qui. Après, même, tu as Osorio. C'est pas n'importe qui dans l'équipe. Tu as Prince Owusu qui est 6 pieds 50. Tu as une vraie équipe. Ouais. Et après, même leurs joueurs remplaçants, là, c'est des joueurs qui veulent faire leur place. Là. Donc, c'est leur parfait moment pour en profiter. En plus, ils étaient 4e dans la conférence Est de MLS à ce moment-là. Avec un des plus gros budgets de la Ligue, je pense, cette année. Là. Je pense qu'ils ont le 3e plus gros budget de la Ligue. C'est un truc de fou. Insigne, c'est 14 ancien millions. coach équipe nationale aussi, il ne faut pas oublier. Ironman, ouais. Qui nous a fait bien apparaître. Merci, chef. Deuxième plus gros. Insigne, il faisait 14 millions de dollars pour la saison, dis-toi. C'est un niveau complètement différent. C'est presque comme toute l'équipe ensemble. Donc, /10 fois moins. C'est ça. Donc, on a aussi calculé un peu comme
ce changement de, OK, on va fixer plus sur la vitesse aussi devant et solidarité défensive. Et au milieu de terrain, c'est un peu le même truc. Yann n'était pas dans son meilleur moment et on a rentré ici là. Donc c'est sûr qu'un peu plus costaud défensivement. Et après, on a juste défendu avec 3 milieux de 2-2. Ça, c'est une autre partie du tactique parce qu'on jouait à l'époque un 3-4-3, mais 5 défenseurs qu'on défendait. Et contre Halifax, c'était 5-2-3. Mais après, on a descendu un troisième milieu parce que Toronto, il faisait beaucoup de courses dans la demi-espace. Comme il faisait toujours tourner à 3 à droite et à gauche et courir. Donc, on a besoin de 3 gars pour gérer ça. On se dit, OK, avec ces genres de profils-là, ils peuvent tenir. Et au début du match, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, il faut faire un choix. Est-ce que tu veux faire le choix risqué ou plus conservateur? Donc, on connaissait nos limites, même si on avait des ambitions. On dit, OK, on commence avec ça. Après, on ne savait pas qu'Aubing allait jouer le match de sa vie, parce que honnêtement, il est incroyable. J'arrive même pas à comprendre comment il n'y a pas eu d'offre après juste ce match-là, parce qu'il était trop fort. Comme ça, là, il a créé beaucoup de chances. Ouais. Et Cédric, derrière, il a bien fait son taf. Et après, le reste, c'était bien fait. Que 0-0 à la mi-temps, comme on ne peut pas dire autrement. Là, les gars ont bien joué. Ils n'avaient pas peur de jouer non plus. C'est un peu des raisons pour le changement. Mais tu sais, même pour ajouter, on a dit que la préparation était importante contre les équipes CPL, mais on ne pouvait pas jouer contre des équipes de MLS. Fait que ça, c'était vraiment la seule préparation qu'on avait, c'était ce match-là. We had to figure it out on the fly. Mais on connaissait que le coach, il y avait des principes qu'il gardait quand même. Fait qu'on connaissait quand même beaucoup la manière qu'il allait jouer. Mais aussi même l'aspect tactique. Aubing, il a une qualité, et c'est une qualité MLS limite top. Il est extrêmement rapide. Donc, même si tu le mets en MLS, juste avec cette qualité-là, il est plus rapide que la plupart des joueurs. Donc, pour nous, on s'est dit, ben, c'est un avantage qu'on a d'avoir un joueur comme ça. Utilisons. Le gars, il a tracé le côté gauche sans arrêt. Au point que Redmond, à la fin du match, disait, c'est qui ce gars-là? Il y avait une action que Wes, il rentre un peu au milieu du terrain, il juste envoie un ballon le plus loin possible en profondeur, mais il fait exprès, mais en sachant que Aubing, c'est le seul gars qui a une chance d'arriver. Et Aubing, il court, il frappe le gars. Après, on a la chance de marquer le but. Ouais. Tu vois, comme c'est un peu ça que ça a fonctionné. En passant, la raison qu'on n'a pas changé la droite, par exemple, c'est parce qu'il faut shout-out. Wes et Jeff étaient lockdown. Comme les 2 premiers matchs, Halifax-Toronto, 0 but du côté droit, 0. C'était lockdown. Troisième match, c'était compliqué. Mais... Limite, aucune chance. Ouais. Mais nous, de l'extérieur, je pense qu'Anis dira la même chose. Genre, vous avez perdu 3-1 le premier match, mais c'était tellement serré comme match, vous auriez pu... 3-0. Mais c'est chill 3-1, c'est bon. Mais vous auriez pu... Genre, c'était 3-0, mais c'était vraiment un match serré. Et nous, de l'extérieur, on a vu comme si... Genre, vous aviez votre mot à dire dans le match. Vous n'étiez pas, genre, outclassed complètement contre une équipe de MLS, qui est quand même vraiment impressionnant. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vécu comme ça? Est-ce qu'il y a le penalty? Ah ouais, ça aussi. En plus, à la mi-temps, on rentre. À la mi-temps, on rentre et on est comme, OK, ouais, on se sentait super bien. C'est ça. Et encore, pour pas, j'en parle souvent, mais Oussama, là, il vient à un autre niveau MLS et il s'amuse encore. Niveau MLS. T'as Léo Souris. Oussama, ce match-là. My God. Bernardeschi, à la fin du match, il est venu le voir. Imagine. Il dit, t'es qui? C'est qui ce gars-là? Il lui a donné un handshake pendant qu'il sortait en civière à cause de la crampe. Après, on jouait sur du gazon. Ouais. Aucun rapport, mais il mettait des toilettes à Longstaff. Osori était en train de devenir fou sur lui. C'était trop drôle. Il les appelait, il les niaisait, il devait venir chercher le ballon. Mais c'est lui. À un moment donné, il se fait tacler parce qu'on est sous pression. Fait qu'il se met sur le corps de la balle, il se fait tacler. Il se lève, il regarde le banc, puis il fait un petit clin d'œil. T'inquiète, c'est good. Genre, ça, c'est le moment où il y a Shine, puis on s'est dit, OK, il y a moyen. À la mi-temps, le speech, c'est, guys, on peut aller chercher un résultat. Là. Il faut trouver une manière. Après, on écope aussi, on se fait sauver. Nathan nous sauve sur la ligne. Il manque 2-3 bonnes occasions franches, mais en revanche, nous aussi, on manque beaucoup de bonnes occasions. C'est ça. Le péno, God knows, si ça rentre, s'il appelle, puis on la marque, conversation is a bit different. Ça nous donne un peu d'énergie chez nous. D'ailleurs, j'ai jamais entendu un crowd aussi loud que ça sur le péno. C'était fou. Mais même, tu sais, j'avais dit en préparation, marquer contre Forge, marquer contre Ottawa, nous a donné un peu cet aspect où on était comme, OK, it's doable. You can score against them. Fait que si ce péno rentre, le gardien, il y a des doutes. Il est comme, hey, my God, un amateur a marqué sur moi. Puis même l'œil qui se dit, ou la personne qui va marquer, Kane, I can score against them. L'équipe au complet dit, on peut marquer. Fait que là, ça va avec cette espèce d'illusion. On a détruit cette illusion de, well, we can't score against them. Can we really? Parce qu'après, on marque pas, puis le gardien, il nous sort des parades de l'autre. Il fait des arrêts sur arrêt sur arrêt. Tu te dis, OK, c'est un show là maintenant. T'sais. Et là, de revanche, on se fait marquer de l'autre bord sur le péno. Ouais. Ça tue le vibe et tout. Puis, t'as vu le troisième but, c'était plus là. Cette différence, c'est que le premier but qu'on prend après la mi-temps, on a sorti un peu tard la mi-temps, donc on n'était pas à 100%. Mais 2,
les mêmes situations, on a défendu en première demi. C'était juste un homme au milieu s'est déplacé et après, ça a affecté tout le reste du même côté. Mais ça, c'est des trucs de concentration, discipline que parfois en Ligue 1, on n'a pas besoin parce que ça ne paye pas cash. Ouais. Mais c'est pas qu'ils ont fait des trucs différemment. C'est que nous, on a mal défendu une saison qu'on a bien défendu. C'est le premier but, le deuxième but, c'est péno et on perd la concentration. Le troisième but, concentration aussi. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que la différence entre un pro et nous, c'est beaucoup plus loin juste au ballon au pied. C'est mental, surtout. Right? Rester focus dans un match, s'adapter aux circonstances autour de toi, sentir que ton équipe n'est pas à 100%, donc comment est-ce qu'on s'ajuste un peu plus conservateur, je veux dire. Like, tous ces genres de trucs-là, tu n'apprends pas dans ta ligue. Tu dois apprendre un peu on the fly quand tu joues contre des matchs. Ça, c'est ce qui est un peu difficile. Non, c'est super bien dit. Et puis, c'est comme tu mentionnes, parce qu'on pousse sur le côté que déjà, juste de mentionner, à la mi-temps, c'était 0-0. Donc, il y avait tout à faire et vous aviez des joueurs sur le terrain qui étaient en confiance. C'est un Bouganmi qui, je suppose que vous rentrez dans le vestiaire et vous avez confiance. Vous voyez votre milieu de terrain qui, pour lui, c'est facile. Il joue avec Longstaff, avec Jonathan Osorio. Lui, d'ailleurs, on le voyait, on l'a découvert en Ligue 1 Québec. Tu te dis, mais ce gars-là, il est-tu vraiment si fort? Et là, quand tu le vois contre Longstaff et Alan Coelho qui met dans sa poche arrière, tu te dis, ouais. Et he's a real deal. Mais honnêtement, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez sur ces 3 matchs? Ou peut-être, en fait, le premier, je suppose que c'est une réussite officiellement, mais sur Toronto, le match aller ou le match retour, est-ce qu'il y a un petit regret, quelque chose que vous vous dites, j'aurais fait différemment? La main. Non, mais regarde, regret, c'est un peu... C'est dur parce que we didn't have the experience, players didn't have the experience. So, perso, peut-être Nick, quand même, moi, j'ai pas vraiment de regrets dans tout ça. Au contraire, le plus important, puis comme je veux vraiment souligner tous les joueurs parce que on a brisé un plafond. On a brisé un plafond dans le foot québécois. And at the end line, soccer is fun and c'est les émotions. So, on a brisé un plafond dans le match CPL pour montrer que it's doable. Fait que là, c'est une référence pour la génération prochaine qui va rentrer, qui se dit, OK, si on va au championnat canadien, on perd, on ne peut pas avoir des excuses maintenant, parce qu'il y a une équipe qui l'a fait. So now we have to find solutions to it. À la place de dire, ouais, but they're pros. Ah, but we don't have the fields. Oh, we don't have this. On n'avait rien de tout ça. On a travaillé pour avoir tout ça. So, le plafond qui a été brisé, pour moi, ça reste le plus important. Et le deuxième truc, c'est les émotions qu'on a fait vivre à tout le foot québécois au match à Bois-de-Boulogne, à Claude Robillard. That was huge. Like, au final, how can you regret anything in that? What do you, like, I don't even understand how we could. Ouais, je regrette que les balles ne sont pas rentrées. Je regrette que West était dans la boîte. La balle aurait dû rentrer, mais peut-être le gazon était trop long. Tu vois, je regrette ces détails-là, mais at the end line, you can't blame them for giving everything that they could and also playing against top players with a huge financial support for the first time ever. You know, you can't. So, I don't know if you have any regrets. C'est peut-être pas le mot, mais c'est dommage qu'on n'a pas marqué chez nous. Ouais. Ça, je dirais. Comme ça aurait été un feeling de fou. Mais je suis très content qu'on l'a marqué dans un des 2 matchs. Parce que même à 10, on s'est dit, OK, on va perdre, mais on va marquer. C'est important. Et on a eu 22 tirs dans le match retour. Oui, on a pris 8 buts, il y a beaucoup de négatifs, mais on a pris 22 tirs. Eux, ils ont pris 13. Ils ont marqué 8, mais ils ont pris 13. Le gars qui marque, je pense, c'était quoi son nom, de striker that scores? DeAndre Kerr. Yeah, lui, il a frappé genre 4 fois dans les 2 matchs, il a marqué 4 buts. Chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était but. Ouais. Mais pour votre défense, vous deviez marquer plus de buts même qu'un seul but dans le deuxième match. Beaucoup. Poto, Mamadou Kane. Le gardien était fort en passant. C'est le deuxième gardien de Toronto, il était fort. Franchement, on a pris pour acquis c'est un pro, mais éventuellement, il fait des arrêts à maintes reprises. Eric frappe le poteau. José lui fait sortir une parade, le corner de Mamadou Kane. Riyad a une chance. Riyad poteau encore. 2 fois, éventuellement, ça rentre. Mais le fait qu'on a marqué, c'est important aussi parce qu'au final, tout le monde va marquer 0 but. C'est ce qu'on peut marquer le but. On a parlé tantôt de personne à marquer contre l'équipe CPL. Là, on peut dire qu'on a marqué contre l'équipe MLS. Tu vois. C'est juste pousser la barrière parce que si tu perds 4-0, 8-0, ça changera ta vie. Là. Vraiment. C'est sûr que c'est la fierté quelque part. Mais même si les gars vont sur le réseau et disent qu'ils vont perdre 8-1, on s'en fout.
C'est à 10 contre 11, on s'en fout là. Ah, les C'est réseaux, normal. là, my God. Mais tu vois, les gars, ils sont de costauds parce qu'à la mi-temps, ils avaient les deux options. On pouvait défendre puis dire, vas-y, on va perdre 4-5-6-0 ou on va marquer. Mais on savait que marquer, ça allait coûter. On perd aussi, on perd pas n'importe qui, on perd Oussama dans le match. Carton Fait que rouge. un carton rouge direct, puis tu te dis, OK, ouais, c'est pas. Tu perds quelqu'un d'expérience, fait que, ça enlève ça. Puis Oussama, c'est lui qui relançait la plupart des attaques. Mais le fait que les gars, mentalement, c'était costaud, et tu sais comment c'est sur les réseaux au Québec, là. Les gars, ils étaient costauds, ils ont dit non, vas-y, on va pour marquer le but. Et même, on marque le but, c'est Rickson qui marque le but avec une très belle action. Ouais, Le Yann stade, qui là. tourne au milieu. Là, Ouais, qui tue complètement son gars. Ouais, c'était- Le chest de Safwan, la ressortie d'Aylan. Mais le stade, là, à la fin, il se lève pour nous applaudir. Même les arbitres ils étaient contents qu'on a marqué. Parce que ça se voit, on essaie d'y aller, c'était sans arrêt. Et même pour donner un autre shout-out, mais dans ce match-là, leur attaquant, il finit avec une cote de genre 9,6 ou je sais pas trop. Mais le deuxième meilleur joueur du match, c'est Loïc Kwame, dans une défaite de 8-1, statistiquement parlant. Ça, c'est fou. So, yeah, it's huge. Parce que dans ces matchs-là, normalement, tu as des scores de 4 et tout. Ouais. Mais lui, il a eu un 8,6 ou je sais pas trop. Fait que, tu sais, il faut quand même souligner la performance de Loïc là-dedans aussi. C'est au-delà de tout ce qu'on a parlé, le fait qu'on avait la courage de jouer, malgré être derrière par je sais pas combien de buts, contre Toronto, chez eux, après tout ce qu'on a fait, le courage de vouloir continuer à pousser, continuer à jouer et que les gars sur le terrain, ils continuent à essayer de trouver des solutions. Pour moi, ça, c'est le moment qui me manque le plus de tout. Je pense que les gens ont ressenti cet esprit. Tu vois, personne ne va dire qu'on n'est pas fier de vous après ce qu'ils ont fait. Et pour moi, je pense que c'est la chose la plus importante parce que avoir le courage, c'est difficile, comme dans la vie tant que le foot. Mais d'aller avoir des rêves, aller les chercher et malgré les difficultés que tout le monde, tous tes amis, toute ta famille, tout le monde de foot à ce moment-là voit devant toi, d'avoir le courage de continuer, de pousser, même si tu n'es pas sûr comment ça va finir. Ça, il faut donner chapeau à tous les gens qui sont capables de faire ça parce que c'est vraiment, vraiment pas facile dans la vie. On le sait tous, on est tous des humains et les joueurs sont des humains, comme les coachs. On est des humains. Comme le foot, c'est une partie de notre vie, mais on est des humains. Et la vie n'est pas facile parfois. On ne sait pas qu'est-ce que le gars vit à l'extérieur du terrain. Mais capable, devant tout ça, juste aller pousser. Mais on espère que les prochains feront pareil parce qu'il n'y a rien de plus valorisant que voir des gens qui mettent leur cœur sur la ligne. Non, c'est super bien dit. Je pense que ça conclut un peu ce qu'on a à souligner pour l'année 2024. Avant de passer à ce qui se passe en 2025, ce ne sera pas vous qui vont nous en parler. On aura là dans quelques secondes deux invités très spéciaux cette saison qui vont pouvoir nous parler davantage sur cette année 2025. Mais déjà, vous êtes 2 ans plus vieux, donc j'espère que vous serez plus jeune. Et j'espère que aussi le club de Saint-Laurent, vous allez pouvoir continuer à garder cette culture de performance, parce qu'il faut le dire, 4 ans semi-pro, 2 ans champion, 2 ans deuxième. Donc c'est une preuve que cette culture que vous avez bâtie, vous et tout le staff qu'il y a derrière, les gens dans l'administration qu'il y a derrière vous aussi, vont vous aider à faire perdurer cette culture de gagnant, et en espérant que ça motive d'autres clubs, parce qu'il n'y a pas que vous au Québec, il y a d'autres clubs amateurs, des clubs semi-pro qui doivent aspirer à nous redonner ces émotions-là que vous nous avez données au mois de mai au stade de Claude Robillard. Donc merci beaucoup Nick et Ramtin. Ouais, merci. Et puis on va laisser place à 2 autres personnages qui pourront nous parler un peu de ce qui s'est passé plus récemment. Si je pourrais juste mettre un dernier mot de la fin, parce que je pense que c'est important. Déjà, mis à part remercier tout le club et le circuit et tout, perso, on aimerait aussi vous remercier, vous, parce que tout le travail que vous faites pour les réseaux, je sais que c'est beaucoup d'heures pour pas beaucoup d'argent et tout, et juste cette production-là et tout, comme je pense que c'est important pour vous de vraiment prendre pour le travail bénévole. Ouais, derrière, ça te dit que c'est $0. Ouais, C'est zéro. pas beaucoup, c'est 0. Mais c'est important parce qu'au final, Merci guys, beaucoup. comme le Merci. futur des C'est jeunes, gentil. c'est ça, ils ont besoin de tout ça. Tout le monde a besoin de ça au Québec, puis le travail, ça va payer éventuellement, peut-être pas pour vous, mais pour la génération future. Donc vraiment, shout-out à vous pour tout le taf. Merci beaucoup. C'est super gentil. Et vous Merci. devez gérer Karim, là. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, en fait. Merci beaucoup. Merci les gars. Ok, bienvenue à la partie 2 du dossier Extra Time. Je suis ici avec mon gars Diego et ici avec le futur Ballon d'Or Ligue 1
et Joachim Milly. Ça dit quoi, les gars? Tranquille? Tranquille, hein, ça va bien, merci pour On le l'invitation. full sérieux, Merci. je suis là avec Cédric Adamou et Joachim Milly, deux joueurs du CS Saint-Laurent. Avant qu'on commence à vous poser des questions un peu philosophiques, si vous voulez, mais avant, parce que c'est sûr que nous, on vous connaît, ça fait longtemps qu'on vous suit, mais pour le monde qui ne vous connaisse pas, si vous pouvez juste dire aux caméras, vous êtes qui? Vous avez fait quoi dans le foot? Cédric. Moi, c'est Cédric Adamou, capitaine du CS Saint-Laurent. Je suis là depuis le début du programme, donc ça fait 4 ans que je suis avec Saint-Laurent. Avant ça, j'ai joué en stick aussi, j'ai évolué là-bas. Puis avant en stick, honnêtement, c'était un peu, je vais dire, c'était un peu à la Loïc Ouemi dans le sens où j'étais à Saint-Laurent, mais je pensais pas trop à jouer au foot comme ça. Je jouais plus avec les amis, avec les gars dans le quartier et tout. Puis c'est vraiment après le secondaire. Bien, au secondaire, j'étais à Saint-Laurent. Je jouais avec l'école, pas avec le club. Et juste pour l'anecdote, c'est Kwame qui voulait me faire venir à Saint-Laurent quand j'étais petit, mais j'étais né en novembre 99. Fait que j'étais trop vieux pour jouer avec leur génération, avec les Moïse, Wesley et tout ça. Fait que j'ai toujours voulu jouer à Saint-Laurent, mais j'ai pas vraiment pu. J'ai joué avec eux en AA vite fait, mais j'ai pas vraiment aimé. Fait qu'après ça, je jouais avec certains clubs juste pour garder un peu le niveau, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Puis c'est à partir du cégep, quand j'ai connu François Bourget, que là j'ai retrouvé genre l'amour pour le foot. Puis à partir de là, François m'a fait venir à Saint-Hubert, fait que je joue à Saint-Hubert en semi-pro. Et à partir de là, c'est là que dès que j'ai vu qu'il y avait le projet Saint-Laurent, je suis venu à Saint-Laurent, puis the rest is is history, I guess. Joachim. Moi, ça fait. Cette année, c'est ma première année officielle à Saint-Lô. J'ai commencé à m'entraîner un peu au milieu de l'été 2024, donc l'année un peu du championnat canadien. Puis peut-être même un peu avant, mais en tout cas, moi, officiellement, cette année, c'est ma première année à Saint-Lô. Puis avant ça, j'ai fait un peu jusqu'à U15 ici au Québec, U14, U15, je pense. Tu jouais pour qui? J'ai fait 1 an à l'académie, puis j'ai joué à Repentigny ma dernière année ici au Québec. Puis je suis parti jouer en Italie à 15 ans, je pense, 15-16 ans. Puis je suis revenu, j'ai fait, je pense, 8 ans là-bas, puis je suis revenu récemment, il y a 2 ans. Puis là, j'ai fait Carabin et Saint-Laurent. Ok, 8 ans, c'était assez. Ouais, c'est ça. Ouais. Cédric, juste quelques questions à propos de ce que tu disais. C'est quand tu as réalisé, tu disais que c'était grâce à François Bourget que tu as repris un peu le foot au sérieux et que tu as vraiment trouvé l'amour pour le sport. Est-ce qu'à tout moment, tu te sentais que tu étais assez bon pour jouer? Genre, est-ce que tu sentais que tu avais le niveau, mais juste que peut-être tu n'étais pas entouré du bon crowd, tu ne faisais pas partie d'un système qui prenait le foot sérieux? C'est quand que vraiment, genre, ça clique pour toi? Donc, il y avait genre par moments où je savais que j'avais du potentiel parce que, admettons, comme ça, j'ai joué quand j'avais 15 ans. Mes 15 et 16 ans, j'ai joué à Panelinios. Puis, honnêtement, j'ai commencé en AA, puis j'ai joué peut-être 3 matchs et je suis monté en AAA. Puis, genre, pour moi, c'était quelque chose que je réalisais même pas. J'étais juste comme, ok, je vais aller jouer AAA parce que le coach m'a dit de venir. Mais comme je réalisais pas que ça voulait dire que j'avais du potentiel parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de CPL, il n'y avait pas de on savait pas que tout ça c'était possible, right? Ouais. So, moi, je jouais juste au foot parce que j'aimais ça. Puis après Panelinios, c'était quand je venais d'avoir 17 ans, j'ai arrêté de jouer parce qu'il n'y avait pas d'autres clubs proches de chez moi. Donc à partir de là, j'ai pas joué pendant peut-être 2 ans et je rentrais au cégep avec mes amis. Tu jouais plus au ballon? Non, je jouais juste au foot dans le Ok. quartier avec les gars. Fait que je ne jouais pas dans une équipe civile. Et là, je rentrais à l'école, en SIC, avec les gars, Wesley Wanje, Moïse Ombito, etc. Puis ils m'ont dit, il y a les tryouts en SIC, viens essayer, juste pour que tu joues au foot avec nous et tout. Là, je dis, les gars, vous jouez à Saint-Laurent, vous êtes en forme, tout ça. Moi, j'ai pas votre cardio, tout ça. Les gars m'ont dit, juste viens essayer, comme t'as rien à perdre. Au pire des cas, c'est gratuit, etc. Fait que là, je me dis, vas-y, je vais essayer. Je viens, je fais le tryout. François me dit, tu joues, toi? Je lui dis, Nulle part. Il me regarde comme ça, il me dit, mais pourquoi? Là, je lui dis, il n'y a pas vraiment de raison. Et là, c'est à partir de là, je commence à comprendre qu'il se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, tu es en train de passer à travers tes années, tu répètes ton apprentissage, etc. Puis c'est là que je réalise que, ah ouais, ok, peut-être il y a quelque chose à faire. Donc là, je me dis, vas-y, je vais rentrer dans l'équipe.
Et c'est à partir de là que je commence vraiment à me mettre au sérieux, m'entraîner. Des fois, quand les Moïse, Wesley, ils vont s'entraîner à l'extérieur des pratiques, je viens avec eux. Et là, c'est à partir de là que François voit mon sérieux, je peux dire. Et là, il m'amène à Saint-Hubert. Puis c'est à partir de là que vraiment, je commence à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Cette équipe d'Annecy que vous avez, genre, il y a des photos partout, vous avez tout gagné, genre, limite, on vous donne le Real à ce temps-là, il y a un match. On passe sur des Charles Auguste. Il y avait, je crois, en centrale, il y avait Alex Ajar, non? Jordi Kerlegrand. Jordi Kerlegrand. Quelle légende. Vraiment légende du foot québécois, genre, c'est un fou ce gars-là. Il y a d'autres noms que j'oublie, c'est sûr, mais parle-moi un peu de tes 2 ans à Annecy, puis genre, c'était comment vraiment de jouer avec, je m'excuse pour tes Youngins là, mais genre la meilleure génération de foot au Québec. Ah oui, clair. Je sais pas, je veux que t'allais mal prendre. Non, parce que j'avais Eladj aussi, de la même, il jouait dans cette Eladj aussi, ouais. Eladj, puis moi, Eladj, je le connais depuis l'école primaire, fait que moi je le voyais comme étant, lui c'était mon GOAT là quand j'avais 8 ans là. Je voulais être Eladj. Et quand je le vois là, jouer cette génération là, ben, c'est la génération où tout le monde voulait jouer avec eux. Toi, t'étais pas un gars basket avant? Ben oui, mais j'aime le foot. Okay. J'aime le foot, fait que moi je les regardais, puis genre, il n'y avait rien qui pouvait se comparer à eux. Fait que justement, moi je voulais te poser cette question-là. Comment c'était cette génération-là, surtout sous François Bourget? Ouais, honnêtement, c'était, juste pour résumer, c'était incroyable. Comme j'ai dit, j'avais pas joué à un niveau de foot élevé en grandissant. Donc, quand j'ai intégré cette équipe-là, j'ai fait comment je me suis retrouvé ici. Genre. Il y avait des Ivansen André, je ne sais pas si vous connaissez, lui aussi, il était tellement bon. Il y avait juste des tellement bons joueurs, Charles Auguste. C'est des joueurs que j'avais, juste le fait de jouer avec eux au quotidien, en plus des matchs, tu pouvais que progresser et que apprendre. On avait la moyenne d'âge la plus jeune au niveau scolaire dans le Canada. Je pense que la moyenne d'âge était d'environ 21 ans, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si jamais je me trompe. Au cégep? Ouais. C'est vieux. Ouais, au Canada. Ouais, c'est ça, parce que dans les autres provinces. Damn, super senior, genre. Dans les autres provinces, ça va jusqu'à 25, 26. Mais ça joue, genre là-bas, c'est collège, genre, c'est quoi? Ouais, ça, c'est entre ensemble. universités. Exact. Okay. Fait qu'au Québec, c'est sûr que comme on était quand même, on était bon. Ouais, Hank Status. Fait qu'honnêtement, au Québec, on a fait ce qu'on avait à faire grâce à François. Il nous a instauré non seulement on avait une bonne équipe, mais en plus François a instauré des bases de football que j'avais jamais vues dans ma vie aussi. C'est lui qui m'a appris comment faire des trucs aussi simples que des appuis remises 3e, comment garder le ballon, comment réaliser. En fait, il m'a fait réaliser le dosage de la passe. Une passe forte te permet de tourner, une passe faible. Comme tout ça, c'est vraiment du knowledge qu'on n'avait pas avant. Et je parle pas juste pour moi, pour d'autres joueurs qui étaient dans l'équipe, alors que c'est des bons joueurs de foot aussi. Fait que on a tout gagné au niveau provincial. On est arrivé au championnat canadien. C'était encore une fois mon premier championnat canadien à vie. Fait que c'était nouveau pour moi aussi. On jouait contre des gars plus vieux, plus costauds, plus rapides. Il nous a justement appris à jouer plus vite dans ces cas-là. Donc, c'est toutes des choses que j'ai appris à ce moment-là qui vont rester avec moi pour toute ma vie. Non, c'est vraiment fou. Puis après ça, tu intègres un peu le projet du CS Saint-Laurent. Les premières années où peut-être c'était moins stable, genre il y avait beaucoup de rotation. Puis, mais comment jusqu'à date, ça fait comme tu disais 4 ans que tu es avec le club, puis t'inquiète pas Joachim, on ne t'a pas oublié. Tu te sens comment en tant que joueur, genre ton évolution de joueur first year to fourth year? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai progressé, je dirais, à plusieurs niveaux. Je pense que, comme mes coachs l'ont mentionné tout à l'heure, la plus grande progression... Ils sont pas là. À suivre. La plus grande progression, c'est vraiment mon niveau mental. Parce qu'on a appris que oui, tu peux être bon, oui, tu peux être talentueux, mais à la fin de la journée, il faut aussi vouloir le prouver sur le terrain et puis aux entraînements. Right? Fait que, c'est vraiment à Saint-Laurent que j'ai été placé, je dirais, dans un environnement professionnel, dans le sens où non seulement tu n'as pas besoin de te préoccuper de l'extérieur, c'est-à-dire les terrains, les bouteilles d'eau, les dossards, etc. Mais quand tu arrives là, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour ton poste aussi. Donc il y a une compétition saine et aussi il y a la culture de la gagne en mode pas pour tirer des balles sur qui que ce soit, mais quand on était à Saint-Hubert, personne ne nous prenait comme des contestants sérieux au titre. Right? En passant, tu avais une sale équipe à Saint-Hubert. Et on avait une vraie équipe. Ouais. Wow, on avait une vraie équipe. Wow. Je ne vais même pas rentrer dans ça. Parce que, ça c'est un autre épisode. Puis quand on arrive à Saint-Laurent, c'est avec l'équipe qu'on a, justement, les gens s'attendent à ce qu'on gagne. Fait que c'est une différente pression. Quand tu as une équipe entourée de bons joueurs comme ça, puis tout le monde te dit, ben, vous devez gagner.
c'est facile à dire, mais à la fin de la journée, il faut quand même aller chercher match après match. Il y a des gens qui t'attendent aussi à chaque match pour te battre parce qu'ils veulent juste battre Saint-Laurent ou whatever. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dû deal avec et apprendre. Donc tout ça, ça forge ton mental, ça forge comment savoir gérer un match, comment aller chercher des points quand il faut aller les chercher. Et juste comment aussi cohabiter avec plein de bons joueurs, puis savoir tirer le meilleur de tout ça. Fait que, ouais. Moi, j'ai une petite question pour toi, Joachim, hein, parce que justement, Cédric, il vient de parler de tout son développement tactique, physique, mental et tout ça depuis qu'il a recommencé à Antique. Toi, ton parcours a été plus en Italie et tu t'es développé beaucoup plus là-bas. C'est comment que tu l'as vécu là-bas, ce développement? Je l'ai vécu quand même. C'est quand même drastique, tu sais. Je Ouais. pense que de 15 à 23, tu formes un peu ton identité. Puis c'est en tant qu'une personne, en tant qu'humain, puis encore plus en tant que footballeur. Puis je me rends compte quand je suis revenu qu'il y avait beaucoup de trucs que j'avais pas vraiment. Que je voyais différemment. Tu sais, mettons, moi je suis quand même assez risk-averse dans les buts, tu sais, dans le sens où je veux pas il y a cette notion-là que le gardien de Thalie, il doit arrêter les ballons, puis sortir, arrêter les ballons, puis tout ce qui entoure, ne pas prendre de but. Puis je pense que justement avec le groupe ici à Saint-Laurent, j'ai comme pu ajouter cette dimension-là. Est-ce que c'est complet? Vraiment pas. J'ai encore vraiment beaucoup de travail à faire si on Vraiment continue. beaucoup, c'est crazy, mais Il est oui. tellement c'est humble. C'est très Non, Tellement moi je pense humble, qu'il wow. y a beaucoup de marge de progression, puis c'est ça qui m'a redonné envie de continuer à jouer au foot, parce que je me suis rendu compte que j'ai encore mon rocher décisif, j'ai encore mon truc que je peux aller essayer de chercher. Puis ça, c'est grâce à Nick, à Rampton, à tous les gars à Saint-Lô que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, là. C'est intéressant que tu dises que tu trouves que tu as encore de la progression à faire. Après, c'est normal en tant que joueur de foot vouloir continuer à progresser, sinon ça ne fait pas trop de sens, là. Mais justement, en revenant ici, justement, tantôt Cédric il parlait de pression par le fait de jouer à Saint-Laurent. Tu arrives, tu joues directement dans les deux clubs niveau scolaire et civil qui ont le plus de pression peut-être au Québec. Carabin, que tout le monde s'attend à que chaque année ça finisse non seulement champion provincial mais aussi national. Et avec Saint-Laurent, que tu arrives au moment où, malheureusement ou heureusement, c'est là où tu as toute la pression médiatique et tout possible. Fait que c'est comment que toi, c'est sûr que là-bas en Italie aussi, il y a de la pression, mais déjà que toi-même, tu te mets de la pression pour progresser, c'est comment que tu vis cette pression-là en rentrant dans ce club-là? Très bonne question. C'est une bonne question, en effet. Je pense que la pression est différente. Puis ça, il y a une partie de vous qui rentre là-dedans, dans la mesure où moi, quand je suis revenu en 2023, il n'y avait pas Panenka, il n'y avait pas Foot Blogueur, puis le foot québécois. Puis moi, je partais de la prémisse que je n'étais pas payé, je n'étais plus payé pour faire ça. J'avais tout le temps le stress à chaque année de si je fais mal cette année, je m'en vais en prêt. Si je ne joue pas maintenant, l'année d'après, mon contrat, je ne vais pas retrouver de prêt ou mon club ne va pas me garder. Puis à chaque année, c'est comme l'année prochaine, je fais quoi? Tandis que là, je suis venu à Saint-Lô. Comment que c'est né que je suis venu à Saint-Lô? Je ne sais pas si vous l'ont déjà raconté. Raconte-nous. Non, Là. raconte. C'est Jardine me dit tout le temps, viens à Saint-Lô, ça va être le fun. Puis là, j'ai dit, ouais, ça doit être ça, ouais, je vais venir, attends. Puis à un moment donné, il me texte le lundi soir, puis il me dit, yo, j'ai texté Nick que tu venais demain, t'es obligé de venir. Puis là, je fais, tabarnak. fait que là, j'ai dû venir. Ça, c'est l'année dernière. Ça, c'était en 2024. En 2024. L'année, ouais, c'est ça. Mais à ce temps-là, est-ce qu'il y a encore Costa Magnatis dans les buts? Ouais, mais moi, je voulais juste venir m'entraîner. T'entraîner. Ouais, Ok. genre. En fait, je voulais pas, c'est gentil que je Oui, m'en c'est que t'as forcé. Non, mais c'est drôle parce que c'est là que je t'ai rencontré à une pratique random à Vanier. Puis au début, je me suis dit, je le connais pas, je peux pas l'approcher, genre en mode, genre, yo, ça va et tout. Mais tu étais vraiment réceptif, genre, tu étais un des gars directement, que les gars, ils se prennent pas trop au sérieux. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui aime pas, mais nous, on aime que les gars, c'est vraiment des bons joueurs, mais ils ont pas des grosses têtes. Ils sont pas tous des grosses têtes. Et tu viens et t'intègres l'équipe et tu es juste one of the boys, you know. Puis comment tu prends, genre, parce qu'en même temps, il faut que tu restes un peu calculé. Tu es là parce que tu t'entraînes, mais peut-être que tu vas jouer. Il y a un gardien que ça fait 2 ans qu'il est partant. Est-ce que tu joues ces cartes dans ta tête ou tu es juste là en mode genre, I'm just trying to have a good time? La deuxième option, je te jure. Moi, j'avais aucune attente, puis c'était juste à chaque entraînement que j'allais là, j'avais du fun. Peu importe le nombre de gardiens, le nombre de joueurs, genre faire les taureaux. Moi, je tripais, là, tu sais. Ouais. Puis à ce jour, je tripe encore à faire les taureaux. Donc, moi, il n'y avait aucunement cette partie-là de jouer, tu sais. C'est vraiment juste avoir du fun. Fait que... Une question encore pour Cédric. Cette année, en fait,
toujours central, mais toujours avec le numéro 3. Le numéro idéal de tous les centrales, normalement, ils veulent ce numéro-là. Cette année-là, on te donne le brassard et on dirait Saint-Laurent, j'ai dit ça déjà sur un des podcasts, c'est le seul club, je vais exagérer, au monde où le joueur, il veut pas le numéro 10, il veut le numéro 64. C'est réel. Puis tu l'as eu. Et pour toi, ça veut dire quoi ce numéro avec le brassard en même temps? C'est quoi cette... Genre, what does it mean to you? Je vais commencer par honnêtement, je vais parler des deux. Pour de vrai, j'ai l'impression que après avoir eu le brassard et le numéro 64, genre, non seulement j'ai coché une autre case dans ma carrière au Québec, mais aussi juste, c'est un accomplissement personnel parce que justement, quand tu as grandi dans l'arrondissement de Saint-Laurent, quand tu as grandi dans le 64, il n'y a pas un plus gros flex que comme porter le numéro, que ce soit au foot, au futsal, n'importe quel sport. Puis on l'a vu avec plein de joueurs, là, je ne vais pas commencer à les nommer, mais ça veut juste dire qu'une fois que tu as ce numéro-là sur ton bac, comme tu n'as pas le choix de show up. Ouais. Puis c'est une bonne pression parce que justement, quand les gars viennent, ils te voient jouer, c'est des gars avec qui tu as grandi, des gars que tu côtoies au quotidien, ils voient que tu joues bien, ils disent ouais, ok, tu as représenté le quartier. Comme c'est juste une fierté tout court. Puis le brassard, honnêtement, je pense que ça va de soi. Je l'ai hérité de quelqu'un qui a un très grand background. C'était des shoes à fil qui n'étaient pas faciles. Je ne vais pas dire que je les ai fil au complet, mais je pense que j'ai pas déçu. Puis c'est ça, moi et lui on s'est parlé, je parle de Wesley Wonje, on s'est parlé et obviously il m'a dit écoute, comme j'ai même pas besoin de te le dire, genre tu sais déjà que c'est toi qui vas l'avoir, donc rends-nous honneur, puis fais ce que tu fais comme d'habitude, change rien, reste toi-même. Puis j'ai écouté ses conseils, je l'ai fait et ouais, honnêtement je suis content. C'est sûr que c'est un petit stress parce que je pense, si je me trompe pas, j'avais jamais porté 64 avant. Que ce soit futsal, que ce soit extérieur, c'était la première fois. Fait que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais comme ça se demande pas, ça se mérite. Ouais. Puis je pense que je l'ai juste mérité, fait que Et honnêtement, ce je qui suis est fou, content. c'est qu'on le voit dans d'autres clubs. Genre, on le voit dans des clubs de. Genre, on voit FC Laval au Bengtabi, on le voit à Lakeshore, on le voit peut-être pas à Lakeshore, ça a été banni. Ça a été banni. Ça a été banni. No way. Ouais, je te jure. C'est quoi, c'est le numéro Hein? de bus? Ouais, c'est le numéro du quartier. Ouais. Ouais, c'est le bus, non? Oh, C'est pour ça, moi, Ouais, c'est la c'est ça. 32, Oui. la Cordaire. Voilà. Puis, la 32. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu portes 32? Je savais pas. Moi, j'ai cru que c'était le seul truc qui restait. Genre, Donne. Non, mais vraiment, je trouve que tu as d'un autre gars qui vient de Saint-Laurent, comme moi, c'est vraiment un numéro hyper important pour nous. Puis tu reps vraiment bien le quartier. Puis en tant que captaincy, genre, tu as pris ça de Wes, qui aussi le partageait avec Yann autant. C'était deux caractères différents comparés à toi. Ok, ouais. Comment tu... Ouais, eux, ils étaient similaires. Mais Ouais, comparé à comment moi, toi, oui. tu gères ce rôle et ces responsabilités en tant que capitaine de cette équipe? Ouais, pour rebondir sur ça, c'est un peu comme ce que j'avais dit tout à l'heure, dans le sens où Wes et Yann, ils ont des personnalités vraiment bubbly, comme c'est des gars que quand ils sont dans la salle, tu vas le sentir. C'est des gars ils ont la bonne énergie, la bonne humeur, good vibes. Puis quand ils étaient avec nous, c'était la même chose. Les gars étaient toujours là pour cheer up tout le monde. Yann mettait l'ambiance, c'est lui qui faisait les choboués avant les matchs. Choboué s'est rendu quelque chose de provincial, là, tout le monde sait c'est quoi, genre. Fait que quand eux ils étaient encore là, moi le truc c'est que je suis pas quelqu'un de outgoing, mais quand il faut que je dise quelque chose que j'ai à dire ou quelque chose que j'ai l'impression que l'équipe a besoin d'entendre, je vais le dire. Et même quand ils étaient là, c'est la même chose. Donc depuis qu'ils sont partis, justement Wes m'a dit, essaye pas de comme sortir de ton caractère, reste la personne que tu es. Fait que j'ai écouté ce conseil-là, puis j'essaie pas de être le gars... Exactement, j'essaie pas de trop faire ou de tout le temps parler, mais j'essaie de placer les mots quand il faut les placer et aussi juste pouvoir accompagner les joueurs comme eux aussi ils l'ont fait avec les joueurs qu'on avait. Fait que, Yann, je jouais avec lui depuis 4 ans justement, avant qu'il parte de Saint-Laurent. Fait que j'ai pu vraiment être une éponge par rapport à qu'est-ce que lui dégageait dans l'équipe. Mais le truc, c'est que Wes, je le connais depuis le secondaire. On a joué ensemble depuis des années. Fait qu'en tant que capitaine, j'ai pu vraiment, je dirais, copier-coller ce qu'il m'a appris, sans vraiment forcer. Parce que juste le fait d'être avec lui au quotidien, tu vois à quel point c'est un leader, puis tu vois à quel point il peut inspirer les gens, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain. Fait que juste essayer de répliquer ce qu'eux, ils m'ont appris pendant ces années-là. Excuse-moi Karim, tu vois, justement, rebondir sur ton rôle de capitaine. En fait, je pense que ce qui est important, vous dites-moi si je me trompe là, en fait, je le pointe, mais en tout cas, le monde va savoir que vous êtes là. Mais ce qui est important pour le rôle de capitaine à Saint-Laurent, c'est justement de représenter cette culture-là du 64
je dis entre guillemets, parce que toi, tu as grandi là, Wesley aussi a grandi là, et que vous enseignez aux autres, ça veut dire quoi? Représenter le maillot de Saint-Laurent. Et par exemple, cette année, ça a été une année de transition, malgré le fait que vous avez super bien vécu ça cette année-là. Ça a été une année de transition où il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants avec un Joachim. Il y a eu d'autres personnes aussi qui sont arrivées cette année. Ça a été une année de transition avec des joueurs importants qui sont partis l'année passée. Comment toi, en tant que capitaine, t'es allé voir Joachim et tu lui as dit Yo bro, là tu représentes le 64, là, c'est pas rien, là. C'est pas le 32, c'est le 64 maintenant. Fait que c'est comment que tu lui as transféré ça? Honnêtement, c'est pas quelque chose que tu transmets en allant voir les joueurs ou en les parlant ou en faisant des speeches. Comme je l'ai appris encore une fois en grandissant ici, c'est quelque chose que tu vois et que tu es attiré envers ça. Fait que c'est sûr que j'ai grandi dans le 64, mais à la fin de la journée, mes valeurs, je les ai prises en regardant des joueurs, en grandissant, en voyant par exemple, un exemple tout bête, le grand frère Ryan, Boris, il jouait au foot aussi. Fait que c'est des gens qui t'inspirent, ils étaient tellement bons, puis c'est des gens que non seulement ils étaient bons au foot, mais ils jouaient pour le maillot et pour le quartier. Fait que chaque but, chaque tag, chaque assist, il jouait à Méro aussi, oui, mais il joue aussi à l'école secondaire Saint-Laurent. Ouais. Et c'est là que je le voyais plus jouer. Fait que c'était incroyable. Genre, tu voyais que les gars jouaient avec une grinta et une passion. T'es comme, quand je suis sur le terrain, j'ai pas le choix. Et le truc, c'est qu'en grandissant, quand tu joues aussi dans le quartier, eux, ils sont à l'extérieur du terrain. Fait qu'ils te voient jouer. Et s'ils voient que tu es trop mou ou que tu joues pas avec l'envie de jouer, ils te disent, mais petit, si tu veux pas jouer, tu sors du terrain. Si tu joues, tu es ici pour jouer. Tu représentes vraiment le maillot et tu joues pour de vrai à 100%. Fait que c'est des valeurs qu'ils n'ont pas besoin de te le dire. Juste en les voyant jouer, toi, tu vois ça et tu as envie de répliquer. Fait que nous, un peu, c'était ça qu'on voulait montrer un peu à Saint-Laurent, c'est que même si il y a plein de joueurs qui sont partis, il y en a plein qui sont venus, juste le fait de leur montrer, par exemple, dans un King of the Court ou dans l'entraînement, que même si c'est un entraînement, il faut quand même y aller à 100%. Le fait que toi, tu te donnes à 100%, ils n'auront pas le choix de te suivre. Fait que je pense que c'est ça qui s'est passé. Et toi, Joachim, quand tu es arrivé l'année passée, tu as fait des entraînements et tout ça, c'est sûr que tu as été un petit peu introduit à toute cette culture-là. Tu es parti du Québec à une époque, moi j'étais encore jeune, fait que je ne peux pas parler par connaissance de cause parfaite, mais il n'y avait pas nécessairement un club qui avait la même culture que Saint-Laurent a aujourd'hui. Quand tu es arrivé à Saint-Laurent et que cette saison, tu as été ta première saison officielle, est-ce que tu as été surpris un petit peu par le fait qu'un club ait justement une identité culturelle autant forte, et non seulement ça, en plus la structure derrière des coachs, le staff et tout ça qui viennent appuyer tout? Mais genre, je pense qu'il suffit de faire un entraînement ou de passer une semaine, mettons, à Saint-Laurent, que tu vois, oui, la dirigeance, mais juste le fait que le staff qui est là, ils mettent autant de temps, puis qu'ils fassent les PDF, puis moi, je te donne un exemple, j'avais des coachs qui rentraient dans la salle vidéo, puis c'était tous les analystes, c'était tous qui faisaient le vidéo, qui rentraient, ils mettaient le vidéo 3 minutes avec la cigarette électronique dans la bouche, puis ils fumaient, ils regardaient la vidéo, puis ils disaient rien. Payer des centaines, des milliers d'euros ou whatever, puis tu dis, mais tu as ce monde-là qu'ils le font pour la passion. Puis est-ce que aussi, quand t'es arrivé, est-ce qu'il y avait des joueurs que tu connaissais déjà ou tu as dû vraiment faire toute une introduction? Jordi m'avait tout spammé tout le monde. Il m'avait présenté tout le monde et tout. Donc, je connaissais beaucoup de gars, je pense. Puis je pense les années, quand j'étais plus jeune, j'avais sûrement joué avec des gars, mais précisément, non. Loïc Quimi, mettons, là, moi je me rappelle, j'étais encore en Italie quand il a commencé à Saint-Laurent, puis Jordi me vendait un projet, puis j'étais comme, c'est bon, là. Mais Jordi, il a genre un Mount Rushmore. Genre, il y a Loïc, il y a genre Reza Nafar de Concordia, des gars random, genre, mais comme, pas random, comme d'autres gars qui ont juste pour Jordi, genre, ils sont trop forts, you know? Mais c'est sûr que si Loïc, il a percé en Italie, genre, c'est arrivé en Italie. Il me vendait un projet, je te dis. Puis je l'ai vu en vrai, puis c'était actually ça. Ouais, il est sick, non? Question pour toi, peut-être un peu plus philosophique, mais tu finis après avoir fait 8 ans en Italie, puis c'est sûr que c'est grind, on cherche le prochain contrat, on doit jouer. Quand tu rentres, c'est certes que si tu t'entraînes avec le CS Saint-Laurent, c'est parce que peut-être tu n'as plus nécessairement l'objectif court que je dois signer pro, tu vois. Mais là, tu te retrouves dans une pré-saison avec le CF Montréal. Parle-nous un peu mentalement, comment tu vis ce roller coaster, tu vois?
Je l'ai vécu honnêtement, juste avoir du plaisir, là, sincèrement. Parce que j'étais là aussi avec Seb Bressa, qui est mon très bon ami, Joe Sirois aussi, un autre très bon ami. Fait que je l'ai vu vraiment comme du plaisir. Puis évidemment, je suis pas parti là en me disant je vais juste tout laisser puis aller en prison. J'avais quand même des études sur le côté. Donc je me suis assuré d'avoir des certitudes en termes de est-ce qu'il y a une possibilité d'éventuellement pouvoir continuer avec le CF. Puis il y en avait, donc c'est pour ça que j'y étais. Mais j'ai été dans la sérénité, sachant que chances are que ça ne marchera pas, tu sais. Donc, la partie professionnelle, je ne l'ai jamais lâchée dans le sens où j'ai tout le temps été au gym faire ma prévention, j'ai tout le temps fait l'extra work, juste parce que c'est de même que j'ai été formé en tant que professionnel, en guillemets, puis c'est dur de délaisser certaines habitudes de vie, même si tu n'as plus le statut professionnel, c'est dur de délaisser certaines habitudes de vie quand tu l'as plus, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est sûr, je comprends. Puis on le voit sur le terrain. Tu fais une première saison en Ligue 1. Puis je crois que nous les quatre, on s'est dit, genre, on croit que tu vas être le Ballon d'Or. Comment tu réagis à ces commentaires? Déjà que je crois qu'il n'y a jamais eu un gardien qui a gagné le Ballon d'Or en Ligue 1. Ben, merci, de un. De deux, vous avez tort. Là. Moi, en plus, à chaque fois, je voyais Raph et je dis arrête de me glaise. Là. Pour toi, c'est qui? Pour moi, c'est Ali Correa. Ali Correa, Baka est pas loin, hein, Baka, parce qu'il a tellement été... Il est trop humble. Et Joachim, Ballon d'Or. C'est Ali en top. Ali. Et toi, tu te mets où, toi, genre, dans la liste? Merci, bonne question, ça. Juste parce que, regarde, moi, je pars de la prémisse que le gardien, tu peux juste sauver des matchs, puis quand je suis devenu gardien, j'ai accepté ce fait-là. Genre, c'est pas moi qui va vendre des billets, c'est pas moi que le monde va venir voir jouer. Puis c'est à la fin de la journée, tu peux juste sauver des matchs, tu peux pas en gagner. Puis les gars qui ont gagné des matchs, c'est les gars qui ont marqué, c'est les gars qui ont fait les assists. Puis you know what, I'm fine with that, genre ça me va, genre. C'est intéressant. Mon objectif à Saint-Louis, c'était de gagner en tant qu'équipe, que j'aille ballon bronze, ballon d'or, je bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu comprends? Attends, je vais pas Oui, on a tout niqué pour un dap-up. Tout est, ouais, ok. Juste une question un peu pour conclure, sachant qu'on a plus beaucoup de temps puis qu'on se fait kick-out. Fais une grosse saison, une défaite, techniquement deux, 36 000 matchs gagnés. Ouais, viens. Je vais tenir. Pardon les gars, j'ai te dap him up for some reason. C'est vraiment Karim, trop agité. Oh, toi t'es là? Toi t'es là, toi? Je savais pas que t'étais où, t'étais là, vous savez. Ben, je vais le tenir. Ok, shit, my bad. C'est bon. Joachim va venir, bro. C'est l'Indie en style. Parfait. Oh non, ça marche pas. Ok, c'est bon, allez, on continue. Ça marche pas, non. Ben non, mais vous m'entendez, non? On t'entend. Non. Excellent. Ok. Comme on disait, vous êtes champion encore, partant en Canadian Championship. Yes. C'est quoi vos objectifs personnels et aussi en tant que groupe CS Saint-Laurent pour l'année prochaine, sachant que vous avez another try to go and make history? Ouais. Tu veux y aller? Ah, moi, je sais pas. Moi, ma réponse, bien vu. J'en ai aucune idée. Ce gars-là est très honnête, j'aime ça. Au niveau personnel, je pense que moi, je suis plus dans l'optique de essayer de pousser la jeunesse, entre guillemets, à décrocher un contrat pro en CPL ou juste overseas. On a tellement de bons joueurs qui sont genre à ça de percer, des Ryan Mla aussi, Eliakim. Je peux en nommer encore et encore. Cédric Adamo. Pas mauvais. Il y a tellement de bons joueurs qui sont sur le point de percer. Et je pense que si je peux, admettons que moi je ne peux pas décrocher un contrat pro, si je peux pousser ces joueurs-là à décrocher un contrat pro, c'est une victoire pour moi aussi. Donc ça, c'est mon objectif personnel. Puis collectif, je pense qu'on l'a déjà fait une fois, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se reposer sur nos lauriers. On peut aller là-bas puis quand même show up. Et justement, continuer à montrer au Québec que c'est faisable, genre qu'on peut rivaliser. Demain, il y aura une équipe CPL au Québec aussi. Fait que c'est juste de montrer à tout le monde que c'est faisable. Puis au Québec, ça joue vraiment au foot. Fait que c'est ça mon objectif collectif. Joachim, rien à ajouter? Non, rien. Non, personnellement, non. Personnellement, moi, je sais pas ça va être quoi la suite. Fait que... Ok. Il est là pour les vibes. Ouais, lui, mais il sait même pas qu'est-ce qu'il mange demain. Genre, Diego, dis-moi rajouter. Ben moi, j'ai aimé qu'il parle de la jeunesse, justement. J'ai aimé qu'il parle d'Eliakim, mais j'ai aimé ta réaction quand il a parlé d'Eliakim, Ryan, Sacha Deland aussi également. Quel fait joueur. J'aime bien que
que tu mettes en avant, surtout en tant que capitaine, la jeunesse que vous êtes en train de former au club, que c'est potentiellement les futurs, les gros noms qu'on est en train de parler, les Bombito, les Koné, les tout ça, c'est eux le futur de demain. Fait que j'aime bien que vous parlez de ça. Ouais, mais je pense que c'est bon aussi qu'il y ait du monde de même devant eux. Là, si je peux conclure avec ça. Ben ouais. Parce qu'ils ont cette chance-là, parce que souvent, tu vas être dans d'autres environnements où les gars plus vieux ils ont le même objectif que toi qui est de percer, fait qu'ils vont pas nécessairement vouloir te voir chaîne et tout. Puis nous, c'est vraiment juste, on est avec eux là, à fond. Merci pour votre temps, merci pour le club, pour mon Chex, vraiment. Puis j'aime que tout le monde nous déteste parce que ça veut dire on est vraiment les best for real. On est crazy, mais mon quartier est vraiment le best for real. Merci d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est vraiment tard, puis on n'a peut-être pas eu le temps qu'on voulait passer ensemble. Bonne chance off-season. Chupa Konyu. Puis bonne chance avec le reste de la saison à Carabin. Il y a Carabin Konyu ce week-end. Je serai là. Garanti, je suis là. Des billets? T'es là? Ok. Ouais, il y a des billets pour ça? Ben oui. C'est pas gratuit? Non, c'est pas Saint-Lô. C'est pas Saint-Lô. C'est pas Saint-Lô. T'es en train d'aller voir le Ballon d'Or de la Ligue 1, là. C'est vrai. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Puis mot de la fin, si je peux ajouter aussi, merci à vous pour l'invitation. Puis encore une fois, merci de mettre le spotlight sur tous les joueurs au Québec. C'est apprécié. Ça passe pas inaperçu. Puis c'est grâce à vous justement que le foot au Québec avance aussi. Donc gros shout-out. Bravo les boys. Merci.